Nous aidons les entreprises à transformer commercialement leur activité. Ce qui nous manque pour que l'Afrique transforme son potentiel en réalité, c'est les boîtes qui font entre 100 et 2 milliards. Et donc quand tu dis que vous aidez à la transformation de ces entreprises, c'est justement de les faire passer le cap des 100 millions. Exactement. Rivolala Ratsimandressi est le fondateur de la RDE, Rencontre des entrepreneurs, un accélérateur basé à Dakar qui accompagne les entreprises africaines pour les aider à générer des revenus annuels de 1 milliard de francs CFA. Est-ce qu'il y a une formule pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique? Formule pour réussir, les choses à ne pas faire, c'est 1, être seul, isolé. C'est le danger de tout entrepreneur. 2, avoir une compétence. Pas la connaissance générale, mais une compétence. Maîtriser quelque chose. Ne pas avoir d'argent, sincèrement, c'est pas la peine. Quand vous n'avez pas de capital, laissez tomber. Faites en sorte que vous avez au moins un peu de capital. Et le 4e élément, forcément, il faut vous faire accompagner. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Waouh! Quand tu poses la question pourquoi les gens entreprennent, la première chose chaque fois qu'ils te disent, c'est que j'aimerais en fait aider le Sénégal, le Bénin, le Burkina et j'aimerais créer de l'emploi. C'est génial! Tu poses une question, je trouve hyper fondamentale, Sénégal. Cette notion de rester focus, elle est aussi valable dans notre contexte africain. Ça peut être pas forcément la chose conseillée de mettre tous ses œufs dans le même panier. En Afrique, c'est très difficile de rester focus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités. On dit que l'heure de l'Afrique a sonné. Est-ce qu'on a raison de croire ça? Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui notre heure est arrivée parce que... Bienvenue dans Afropod, le podcast où les entrepreneurs, les experts et les libres penseurs africains abordent en profondeur les sujets qui nous concernent. Si vous aimez ces conversations et ce format, alors soyez sympa, laissez-nous un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. C'est juste un petit clic, mais ça nous aide énormément et ça encourage toute l'équipe. Et puis n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Rivo, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais et quels sont tes clients? Alors, nous sommes une structure d'accompagnement spécialisée dans tout ce qui est accompagnement de moyennes entreprises, petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce que ça consiste concrètement? C'est-à-dire que nous aidons les entreprises, c'est ça notre mission, à transformer commercialement leur activité. Donc, dans le cadre de cette activité-là, nous sommes les vis-à-vis des chefs d'entreprise. Alors, nos clients aujourd'hui, c'est qui? C'est les moyennes entreprises. En gros, c'est le chaînon manquant de notre écosystème. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de petites entreprises. Il y a très peu de moyennes, il y a encore infinitésimal des grandes entreprises. Donc au Sénégal, c'est quelque chose qui est réglementé et qui est défini par la loi. Qui sont les petites, qui sont les moyennes et qui sont les grandes entreprises. Donc en gros, les très petites entreprises, ce sont ceux qui font moins de 30 millions de chiffre d'affaires. Les petites, c'est entre 30 et 100 millions de chiffre d'affaires. Et les moyennes, c'est entre 100 et 2 milliards de chiffre d'affaires. Et après, vous êtes des grandes entreprises. C'est comme ça en gros. Donc nous pensons, en tout cas fermement, que ce qui nous manque pour que l'Afrique transforme son potentiel en réalité, c'est le chaînon manquant, c'est les boîtes qui font entre 100 et 2 milliards. C'est vraiment ça qui nous manque. On a beaucoup de très petites, mais on a très peu de moyennes. Et donc, quand tu dis que vous aidez à la transformation de ces entreprises, c'est justement de leur faire passer le cap des 100 millions. Exactement. C'est-à-dire que déjà, ceux qui sont en dessous de moins 100, donc il faut qu'on le fasse passer de cap de 100. Donc en gros, en général, c'est très empirique. Ce qu'on a constaté, c'est que dès que l'entreprise arrive à 100, elle se met à embaucher, elle se met à acheter des services. C'est normal parce qu'elle a commencé à trouver son marché. C'est comme ça, en fait, nous regardons. Donc, du coup, jusque-là, on sait faire 100 à 200, 200 à 300, 400 à 500. Ce qu'on ne sait pas encore faire, par exemple, c'est une fois que l'entreprise arrive à 1 milliard, le faire passer au-delà d'1 milliard. Donc là, très modestement, voilà. On ne sait pas encore faire passer au-delà d'1 milliard, mais entre 100 et 1 milliard, on arrive à l'expérience qu'on a, on arrive à faire bouger les chiffres d'affaires. Ouais. OK, donc n'importe quelle entreprise qui, pour l'instant, a un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions peut se tourner vers vous. Quand tu as dit « nous », c'est qui? C'est la rencontre des entrepreneurs. Exactement. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Alors, la rencontre des entrepreneurs, c'est une société qui existe maintenant depuis 10 ans. On l'avait co-créée avec une associée qui est partie depuis quelques années, parce que la vie d'entreprise, c'est ça aussi. Il y a ceux qui viennent et puis il y a ceux qui partent. Et le nom de la rencontre, en gros, c'était à l'époque, moi, je viens d'arriver au Sénégal. Et on s'est rencontrés à Joko Labs, donc l'espace de coworking bien connu dans la place. Et elle faisait du B2B, moi aussi je faisais de B2B. J'ai monté ma première boîte au Sénégal, c'est un cabinet de conseil pour la levée de fonds, parce que c'était mon activité là où j'étais en Europe auparavant. Et on s'était dit, écoute, comme tu cherches des clients, moi je cherche des clients, B2B c'est long. Pourquoi ne pas regrouper des entrepreneurs dans un endroit pour justement qu'ils puissent exprimer leurs besoins
et que nous aussi, on puisse exprimer leurs besoins et les opportunités qu'ils recherchent et vice-versa. Et c'est comme ça, en fait, le nom Rencontre des entrepreneurs est arrivé. Donc, au départ, c'était un déjeuner. On réunissait dans les restaurants de la place, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a pivoté. Le premier pivot, c'était en 2016. On est devenu accélérateur. Donc, alors, d'abord, la date de démarrage, c'était quoi? C'était quelle année? C'était en septembre, je pense, c'est en septembre. Waouh! Tu vois, l'année, si tu nous dis l'année déjà. 2014, eh bien. C'était 2014? Oui, c'était 2014. Et donc, en 2016, il y a eu un premier pivot? Et un premier pivot. Donc, le premier pivot, c'est on se dit, OK, ça, il y a une demande, il y a quelque chose qui est là, il faut qu'on structure davantage l'offre. Et c'est comme ça qu'on a fait, donc ça, c'est quelque chose dont moi, je suis fier, le premier accélérateur de PME du Sénégal. Donc, pas start-up, mais PME. Uh-huh. Et au Sénégal, nous sommes le premier à avoir amené ce mot accélérateur à l'époque. Parce que entre 2014 et, on va dire, 2019, il y avait toute une confusion entre espace de coworking, incubation, accélération, accompagnement. En gros, tout le monde mettait tout ça dedans. Et à l'époque, c'était les espaces de coworking qui avaient le vent en poupe. Mais pour nous, ils n'accompagnaient pas. Accompagner, c'est vraiment mettre la main dans le cambouis. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier pivot en 2016, c'est-à-dire que structurer une offre pour dire, OK, on va accélérer les boîtes. Donc, on n'incubait pas, mais il fallait accélérer. Donc, vous accompagnez les entrepreneurs, les entreprises, pour justement leur faire passer un certain cap. Accélération, c'est ça, ouais, c'était ça la promesse. Et comment ça se passe exactement? Alors, quels sont les points clés sur lesquels vous travaillez? Peut-être que ça dépend effectivement des entreprises, mais est-ce qu'il y a un schéma que l'on retrouve sur différents exemples, sur la majorité des exemples? Alors, à l'époque, on s'était fié, on a regardé les offres accélération. En gros, ça se passait beaucoup avec les startups, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en France. Donc, en général, les accélérations, déjà en termes de temps, ça dure en moyenne entre 4 et 6 mois. Quand tu prends Y Combinator aux États-Unis, c'est 6 mois. Est-ce que 6 mois ou 4 mois? Je pense qu'ils l'ont réduit. Mais ça ne dépassait pas 6 mois. Nous, on s'était dit, en 6 mois, vu les boîtes qui sont là, c'est quelque chose de nouveau, ça va être quasi impossible de faire ce qu'on doit faire. Donc, en gros, on a fait une offre de 12 mois. 12 mois pour aider l'entreprise, en gros, à passer un cap. Moi, c'était ça la promesse. Donc, à l'époque, il n'y avait que 2 associés. J'étais à plein temps dessus. Il n'y avait pas encore de salariés. Donc, il fallait regarder sur quel angle, en fait, il fallait faire. Et à cette époque-là, la chose qu'on s'était dite avec l'associé, c'était que il ne fallait pas qu'on fasse du soft skills. C'est-à-dire qu'à l'époque, le coaching au Sénégal, c'était beaucoup à la mode. C'était un peu moins, mais le coaching, surtout le coaching, le mentor, en fait, tout ce qui était soft. Parce que l'analyse que moi j'avais, c'est que les boîtes jusqu'aujourd'hui, on a tous des problèmes de trésorerie. Tu vois, c'est-à-dire que si toi, tu viens me voir, tu dis, tu as un problème de trésorerie, et tu me dis, écoute, voilà, tu sais, il faut être motivé, ça va être compliqué. Il faut prendre le fichier Excel, il faut décliner, il faut mettre des chiffres, il faut projeter, il faut. Donc, ce que j'appelle le hard skill. Donc, c'est comme ça qu'on n'a quasiment pas fait de tout ce qui est mentorat. Rien contre, hein, mais c'est juste en termes d'approche. Donc, une approche beaucoup plus pragmatique? On espère, en tout cas. En tout cas, c'était ça la manière dont on a voulu faire les choses à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui déteint peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est que, voilà, on fait quasiment pas de coaching. J'interviens dans le programme de mentoring, par exemple, avec des amis de la place quand ils m'appellent. Et je leur demande d'ailleurs, apprenez-moi le mentoring en fait, parce que je ne sais pas trop comment faire, parce que quand les gens viennent me voir, c'est OK, tu as un problème juridique, mais en fait, il faut qu'on écrive des contrats. Tu veux recruter, en fait, mais il faut qu'on t'aide à recruter. Tu as un problème de trésor, on fait un fichier Excel pour regarder en termes de trésor. Tu as besoin d'un business plan, il faut qu'on fasse, mais mentoring, mais j'ai appris il y a quelques années, voilà, comment... C'est très américain le mentorat. Il y a dans notre culture, on trouve un tout petit peu, mais je trouve que c'est très américain parce que moi qui avais une précédente carrière, culture anglo-saxonne un petit peu, parce que j'ai vraiment fait ma carrière avec les anglo-saxons quand j'étais en Europe, c'est très anglo-saxon. Tous les anglo-saxons, ils ont un mentor. Quand vous regardez tous les grands entrepreneurs, ils ont tous un mentor. Et c'est leur manière, en gros, du moins de faire grossir, du moins de grandir, ou du moins pour beaucoup de choses. D'évoluer, ouais. Et je trouvais juste que quand le mentorat est arrivé ici, je trouve que ce n'était pas adapté par rapport à notre écosystème parce que ce n'était pas culturel. Peut-être on fait du mentorat, peut-être pour des choses dans le phénomène initiatique lorsqu'on fait les initiations, mais je trouve que dans le business, en Afrique, il y a très peu de mentors. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Peut-être que d'autres, je ne sais pas toi, mais d'autres personnes, en tout cas... Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Alors, tu parlais un petit peu de ton parcours. C'est bien qu'on saisisse un petit peu qui tu es, ce que tu as fait et à quel titre tu te permets de dire « j'accompagne les entrepreneurs ». Très, très bonne. Question hyper légitime. Et d'ailleurs, je pense que ça va nous ouvrir un angle, effectivement. Donc, moi, je suis
J'ai fait mes études à Reims, dans la ville de Reims, en France. Le parcours, c'est... ma mère était diplomate. J'ai grandi en Allemagne, à Bonn, exactement, quand la capitale était à Bonn, dans les années 90, avant qu'il bouge à Berlin. J'ai rencontré là-bas... j'ai grandi essentiellement avec l'Afrique centrale, des amis congolais, zaïrois à l'époque, congolais, burundais, rwandais. Et un des amis d'enfance qui est là, d'ailleurs, que j'ai retrouvé ici, Bouba, qui m'a fait goûter le tchèp de même pour la première fois. On a goûté le tchèp en Allemagne. Ça, c'est un bon ami. Oui, c'est un bon ami, très bien. Donc, bouger en France pour faire les études supérieures. J'ai fait je suis juriste de formation, fac de droit, spécialisé en fiscalité. Et je fais mon 3e cycle dans une école qui s'appelle l'INSEC à Paris, pour faire un master de gestion d'entreprise. J'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'avocats américain dans le 7e à Paris, ça s'appelle cabinet Simonard. Oh. Ensuite, j'ai bougé à KPMG, mais c'était le KPMG. Alors, il y avait le KPMG France et là, c'était KPMG LLP, c'est la partie américaine. Alors, c'est un cabinet... Alors, c'est un cabinet de conseil destiné... Alors, le business, c'était on optimisait fiscalement les impats et les expats. En gros, on avait des gros comptes, par exemple, style Microsoft envoie ses salariés en France. Mais en fait, il faut les optimiser fiscalement et socialement. Donc, en gros, à la BOC, on était hyper agressif. On le mettait sur sécurité sociale suisse. Bref, il y avait tout un ensemble de choses qu'on faisait. Bon, tout ça, c'est fini depuis. J'ai bougé. J'ai fait quelques mois à TAJ. Deloitte, c'est la branche fiscale de TAJ. Donc, j'ai appris la fiscalité américaine lorsque j'étais chez Simonard. Donc, moi, je suis spécialisé en fiscalité française américaine à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai bougé à TAJ, la branche juridique de Deloitte, en fait, en France. Je suis resté 6 mois. Ça ne s'est pas bien passé pour beaucoup de raisons. Et c'est à ce moment-là, lors de crise de 2007-2008, j'ai décidé, en gros, de quitter l'Europe pour mener ma première aventure entrepreneuriale. Voilà, parce que tu es entrepreneur également. Voilà, exact. Ouais. En tout cas, je me considère. En tout cas, c'est les 15 dernières années. Il n'y a que ça que je fais. Donc, la rencontre des entrepreneurs, c'est la 5e entreprise que j'ai créée les 5 dernières années. Voilà. Est-ce que tu penses avoir aujourd'hui une bonne vision de ce qu'il faut faire pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique? Parce que tu as été retourné à Madagascar à un moment donné. Ensuite, tu es venu au France, Sénégal. Voilà, et puis Sénégal, effectivement. Voilà. Et puis, tu voyages beaucoup, tu travailles dans différents pays. Donc, tu connais l'écosystème d'autres pays africains. Modestement. Parce que Angola, je ne connais pas. Voilà, Zimbabwe, pas tous. Je ne connais pas. Mais bon, je pense le Bénin, par exemple. Voilà, Togo, la Guinée, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une formule pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique? Formule pour réussir, je ne sais pas, mais les choses à ne pas faire, oui. OK. Les choses à ne pas faire. En gros, la rencontre des entrepreneurs, pour moi, quelque part, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'entreprenais. C'est-à-dire que l'expérience la plus intense que j'ai eue, c'est à Madagascar, nécessairement dans mon pays d'origine, lorsque j'ai créé le premier fast-food au concept malgache. C'était comme ça à l'époque, ça s'appelle Malindi. Alors, les choses à ne pas faire, véritablement, c'est être seul, isolé. C'est le danger de tout entrepreneur. C'est dingue. 2, avoir une compétence. Pas la connaissance générale, mais une compétence. Maîtriser quelque chose. Donc, ne pas avoir de compétences, il faut éviter. Il faut au moins avoir une compétence. Il faut que vous ayez une compétence. Ne pas avoir d'argent, sincèrement, c'est pas la peine. Quand vous n'avez pas de capital, laissez tomber. Faites en sorte que vous avez au moins un peu de capital. Alors, un peu de capital, c'est combien? Mais tout dépend de votre projet. Par exemple, là, je vois des jeunes qui disent « Ok, moi, je veux monter une usine de transformation, c'est 100 millions, mais j'ai rien. » Mais combien tu as? Non, j'ai 10 000. Mais ça va être compliqué. C'est bien l'ambition, mais ça va être compliqué. Donc, fais avec ce que tu as. Donc, peu importe, en fait, votre capital, mais faites avec ce que vous avez. Et le 4e élément, forcément, il faut vous faire accompagner. C'est-à-dire que dans une structure d'accompagnement. Donc, le mot est galvaudé, j'espère qu'on y reviendra, mais il faut vraiment faire accompagner. Donc, 1, éviter d'être seul. 2, il faut avoir une compétence. 3, il faut que vous ayez du capital. Et 4, il faut vous faire accompagner. Parce que vous pensez que les autres, là, ils arrivent tout seuls. Non, ils vous mentent. C'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés. Mais ils ne vous disent pas nécessairement. D'accord. Alors, 1, éviter d'être seul. Ce n'est pas toujours évident de trouver des associés. Comment on fait? Alors, très concrètement, ce que je dis souvent aux jeunes,
démarrez vers des projets. C'est-à-dire que faites des petits projets. C'est-à-dire que dès que vous démarrez quelque chose, ça ne sera pas nécessairement ça. C'est à ce moment-là que vous appelez les gens, en fait, qui sont alignés avec vous par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez monter, je sais pas, demain de la restauration rapide. Ça marche beaucoup au Sénégal, demain dans nos pays, parce qu'on mange vraiment street food. Ok, très bien. Prenons cet exemple. Okay. Ibrahima veut monter son petit fast-food. Ok. Pourquoi petit chaque fois on fait ça aussi, je ne comprends pas. Mais pour monter son fast-food. Il veut monter son fast-food. Voilà. Mais pour l'instant, il n'a pas énormément d'argent. Okay. Disons qu'il a 200 000 francs CFA. Très bien. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait et comment il fait? Très bien. Il a 200 000 francs CFA. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille chercher des personnes qui partagent, en gros, c'est-à-dire du moins qu'il ait le même projet que lui. Il y en a tellement. Il y a des jeunes qui veulent monter le truc de la restauration. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une page? Oui. Déjà autour de ses amis. Déjà, il commence par ses amis. Il commence juste par ça. Écoutez, les gars, moi, j'ai un projet sur la restauration. Qui est intéressé? Et c'est comme ça qu'il va... Et lui, tu verras que la personne en question verra que l'amitié n'a rien à voir avec le business. Il y a ça aussi. Et c'est comme ça, en gros, que le fait que vous allez faire des choses sans... Comment dirais-je? Vous allez à la guerre. J'aime pas te dire le mot parce que c'est un peu guerrier, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez des personnes avec qui vous dites, OK, avec lui, yeux fermés, on va aller. Mais concrètement, pour rester sur ton exemple, commencez par vos entourages. Entourage proche. Si vous avez des sœurs et frères, oui, demandez à votre entourage, écoute, je veux monter un projet, est-ce que parmi tes amis, est-ce que tu as quelqu'un qui veut aussi monter un projet? Oui, moi, je veux bien. OK, allons-y, définissons les rôles. Moi, j'amène de l'argent, qu'est-ce que toi, tu amènes? Et on fait. Et c'est avec ça que vous verrez qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, qui est... Bref, même vous-même, en fait, vous allez apprendre. Est-ce que vous-même, vous êtes un petit dictateur aussi? Vous n'écoutez personne, vous faites à vos têtes. Et c'est comme ça, en gros, que vous allez attirer des gens vers vous. Mais je peux voir aussi comment ça peut être un piège, parce que si on cherche dans l'entourage, il y a d'autres critères qui rentrent en considération. On sait à quel point l'influence sociale, familiale peut être forte dans nos cultures. Et donc, justement, quand on cherche dans l'entourage, ce n'est pas forcément les bonnes compétences non plus. Oui, mais quand tu démarres, c'est ça en gros, vous démarrez. C'est ça l'hypothèse que tu m'as dit. Vous démarrez, comme tout le monde, vous démarrez. Mais en gros, c'est le cercle en fait que tu vas faire appel au début. D'ailleurs, lorsque tu fais du financement, ils disent bien « love and friends ». C'est les tout premiers qui te donnent « love and friends and fools ». Voilà, ils avaient même le « fools » derrière. Voilà, c'est exactement ça. Ils ne disent pas extérieur, il est « love and friends and fools ». C'est votre cercle proche. C'est eux d'abord que vous allez voir. Et c'est là que je dis, c'est-à-dire que vous commencez par eux. Il y a certainement une expérience. Il y a aussi des cousins, des cousines, des nièces, des neveux qui peuvent être super top en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais commencez par ça, comme tu m'as posé la question. Ensuite, vous pouvez élargir. C'est l'occasion qui fait le larron. Et c'est là où ça rejoint ce que je dis, vous faire accompagner. Parce que vous pouvez être seul en arrivant dans une structure d'accompagnement, mais vous pouvez trouver en fait de vis-à-vis. Vous pouvez aussi aller fréquenter, par exemple, les espaces de coworking. Parce que l'espace de coworking, c'est que voilà, les gens, des freelanceurs ou des personnes arrivent là-bas et puis vous présentez des projets. Donc, il y a certains coworking qui sont super bien animés, mais allez chercher des personnes avec qui vous allez faire du moins le business. Mais une fois encore, c'est pas avec cette personne-là peut-être que vous allez faire vos billions ou du moins vos centaines de milliards, mais le fait d'avoir la démarche, le fait d'avoir de l'expérience, le fait même de vous connaître, c'est ça aussi. Être entrepreneur, c'est se connaître en gros. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qui est complémentaire? Parce qu'il y a ça aussi. Vous montez un projet, mais... Et la complémentarité, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Ça, je vais dire aux jeunes, oui, j'ai fait marketing, toi, tu as fait finance, voilà, on fait... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en termes de complémentarité. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un... de caractère? Exactement. De personnalité? Exactement. Si vous êtes quelqu'un du moins de pas trop organisé, si vous êtes tous les deux pas organisés, ça va être compliqué. C'est pour ça que dans le milieu de l'industrie créative et culturelle, il y a beaucoup de soucis. Parce que les artistes sont, du moins de nature, ils sont artistes. Ils ont besoin d'être créatifs, donc ils ne sont pas rigoureux. Et donc, ils se mettent avec des gens un peu comme eux. C'est normal, c'est parce qu'ils sont comme eux. Il faut chercher les gens complémentaires. OK, si vous êtes un peu pas rigoureux, il faut des gens en fait rigoureux avec vous. Voilà, si vous êtes tout le temps en retard, il faut avoir votre associé qui est ponctuel parce que pour aller faire des rendez-vous, vous perdez des contrats comme ça. Donc ça vous permet d'avoir une expérience concrète sur ce que vous faites. Et c'est comme ça, en gros, que vous dites, OK, je me connais, maintenant je sais à peu près qui je veux, demain, avec qui je veux m'associer par rapport à la suite. Dans ton expérience, c'est facile donc de trouver ces personnes-là complémentaires et combien de temps ça prend en général? Mais tout dépend. Tout dépend justement du moins de votre caractère. Est-ce que vous êtes, si vous êtes quelqu'un de bougon, vous êtes quelqu'un de colérique, vous êtes quelqu'un de caractériel, ça va être compliqué en fait. Donc tout ça, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est simple. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours.
C'est à vous. Il faut que vous attirez. Il faut que vous allez... Tu vas cohabiter avec des personnes. Tu vas ou pas? Donc, c'est une question d'attraction mutuelle. Tu mets du tien, la personne, demain, va mettre du sien. Mais style, voilà, moi, je suis le Pacha ou je suis le Mborom, comme on dit au Sénégal, je suis le roi ou Panzak, Madagascar, et tout le monde doit se plier. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je trouve que c'est juste autour de ça qu'il y a beaucoup de friction chez nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avance. Les jeunes comprennent de mieux en mieux que seul, là, c'est complexe. Il y a eu des expériences, ça passe ou ça se passe pas bien, mais je vais juste rassurer l'ensemble des jeunes qui nous écoutent. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. C'est tester, en fait. Le premier projet, oui, j'ai eu 200 000, j'ai testé, Mamadou a testé avec, je sais pas, avec Ibrahima ou avec tout ce que tu veux, avec Abdou. Ça n'a pas marché. Accepter, c'est ça aussi, c'est ça qu'on vous dit que l'entrepreneuriat, c'est des échecs, c'est ça. Mais vous acceptez. Mais en revanche, comme dit la chanson, premier gaou n'est pas gaou, mais le deuxième gaou, Kenyatta. Donc, si vous faites la même erreur pour le prochain projet, oui, là, il y a un souci. Mais est-ce que tout le monde peut se permettre d'échouer? Parce qu'effectivement, on prône le fait de ne pas avoir peur de l'échec, juste savoir se relever. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et l'Afrique n'est pas non plus un terrain où il y a un ressort formidable, où quand tu te plantes, tu peux te relever facilement ou rapidement. Tu poses une question, je trouve, hyper fondamentale, Sénabou. C'est-à-dire que la possession du capital. C'est-à-dire que, c'est ça que je dis. En gros, quand les gens entreprennent, il y a deux choses. Soit vous montez la boîte avec l'argent que vous avez mis de côté pour vos enfants. Imaginez un peu, voilà, on prend cette hypothèse-là. Dis, tiens, je veux monter une boîte de prod, mais je veux prendre l'argent que j'ai mis de côté pour mes enfants de 10 millions. Est-ce que tu penses que là, tu n'as pas la pression? Oui, ça met la pression. Bien. Deuxième hypothèse. Je prends l'argent, j'ai mis 15 millions pour mes enfants pour leurs études, mais il me reste en fait 2 millions là que j'ai mis de côté. J'ai assuré, voilà, plus ou moins. C'est mon épargne, je ne sais pas trop faire. Bon, je ne vais pas le mettre à la banque, etc. et tout, parce que je veux monter le projet avec. Déjà, tu vois, en termes de l'origine du capital, c'est ça en gros. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on constate dans notre écosystème? Le capital, déjà, il est rare. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je dois dire aujourd'hui aux parents, dotez vos enfants du moins de capital. C'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est-à-dire que moi-même, Rivo, on a démarré la vie avec des dettes et tout, parce que pour faire les écoles de commerce, il faut s'endetter. Donc, du coup, tu n'as pas le choix. Et quand tu regardes ton voisin à l'époque de l'école de commerce, le fils de bourgeois ou fille de bourgeois, écoute, je prends un an, je vais aller en Thaïlande. Tu te dis, mais yo, ça va, mec. Nous, on n'a pas ce temps-là, en fait, parce qu'il faut rembourser, il y a des cautions. Tu vas ou pas? Donc, le capital... Parce que les parents sont à l'aise, ils peuvent faire ça. Mais nous, en gros, on n'a pas cette fenêtre-là. Donc, vraiment, obtenir le capital, avoir le capital disponible, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que les parents, pour moi, la mission, ce que je fais avec mes propres enfants, objectif ultime, ils doivent démarrer la vie avec un capital conséquent, puis dire, OK, fils, parce que j'ai 2 enfants, fils, et l'autre est déjà parti, donc là, il fait son école d'ingénieur, tiens, pour toi, tu vas démarrer la vie. J'ai accompli, en fait, ce que j'ai fait. Maintenant, à toi, maintenant, de jouer. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un an, parce que pour X raison, c'est ça. Mais tu démarres la vie avec quelque chose. C'est ça, en gros, qui nous manque, nous. Et c'est ça, l'avantage compétitif qui nous fait qu'on est en retard. C'est pas que nous sommes plus bêtes. C'est ça que je veux rassurer les jeunes vis-à-vis de certaines communautés. Donc là, je veux préciser. Au Sénégal, vous avez la communauté libanaise. C'est la 3e génération qui sont entrepreneurs. Madagascar, c'est les communautés, on n'a pas des Libanais, mais on a plutôt des communautés indo-pakistanaises, comme toute l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, etc. L'Afrique australe. Voilà, l'Afrique australe, même en Afrique du Sud. Ils sont très forts, ils sont 3e génération entrepreneurs. Et quand vous regardez ceux, par exemple, à Madagascar, les entrepreneurs les plus, du moins, j'aime pas les mots les plus riches, mais ceux qui ont réussi, ce sont la communauté. Il y a aussi des malgaches, mais quand on regarde en proportion, il y a davantage de communautés indo-pakistanaises. Et quand je regarde le Sénégal, effectivement, la communauté libanaise, elles font, par exemple, tout ce qui est agroalimentaire. Il y a des Sénégalais qui font, mais la communauté libanaise, du moins, ils entreprennent. Et la différence entre les Sénégalais moyens et les communautés libanaises, c'est quoi? C'est la possession du capital sénabo. C'est-à-dire que le fils libanais ou le fils indo-pakistanais, lorsqu'il veut monter une boîte, les parents lui donnent le capital, mais c'est un capital disponible, pas un capital où la famille en a besoin pour payer quoi que ce soit. Or que nous, tu vas aller voir ton père, dit papa, déjà je veux être entrepreneur. De ton père déjà dit, écoute, c'est quoi cette histoire encore là? Tu vois ou pas? Tu vas voir ta mère, dit, mais fils, est-ce que tu penses qu'avec ça, tu vas chercher une femme avec ton histoire d'entrepreneur là? Donc du coup, les parents arrivent à la fin des études, ils payent les études de leurs enfants, ici ou à l'étranger, ils investissent énormément. À la fin des études, maintenant tu dis, maman, j'ai un projet, je veux faire. Mais tu peux pas en vouloir à tes parents, ils se sont sacrifiés pour payer les études. Et donc du coup, le capital, tu vas le constituer, mais
en X temps. Et donc, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de vraiment de booster pour avoir le capital. Et une fois le capital arrive, il faut te dire, tiens, il faut que j'achète ma maison, je vais au mari. Donc, du coup, le capital pour que tu puisses faire ton projet, en fait, tu vois, il est vraiment réduit. Et c'est quand tu utilises ce capital-là, qui n'est pas destiné à ce projet, mais pour la vie familiale, c'est là où tu as la pression. Et effectivement, là où tu peux pas, en fait, tu peux pas échouer. Mais c'est quasiment impossible de faire l'entrepreneuriat sans échouer. Quasiment impossible. Et quand je le dis ça, moi, je suis l'exemple type. Vraiment, argent. Et oui, il faut se relever. J'ai levé pour Madagascar. J'ai pillé tout le monde. J'ai demandé à mes sœurs, lever. Non, franchement, j'ai levé. On m'a donné l'argent. On m'a vraiment donné l'argent. Écoute, fais ton truc. Mais j'ai pas pu. Ça aussi pour les jeunes. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez réussir le projet. C'est vraiment un mix. Il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Vous avez l'argent, c'est aussi compliqué. Ça, j'ai envie de leur dire. C'est compliqué à tous les niveaux. C'est vraiment un combo à un moment donné parce que moi, j'avais de l'argent, sincèrement. On m'a vraiment aidé. J'ai levé et j'ai tout perdu. Tout perdu. Vraiment tout perdu. Quand je suis rentré en France, je pense que, il me restait, 30 €, un truc comme ça. Quoi ? 30 €? Ouais. Mais je ne pouvais plus demander à qui que ce soit, ni à mes parents, ni à mes sœurs, ni à des amis, parce qu'ils m'ont donné. Et comment tu l'as vécu personnellement ? Mais c'est ça où j'ai dit finalement être seul. Et je trouvais qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est-à-dire que tu vois, tu es seul en fait. C'est-à-dire que c'est là qu'on se dit en fait entrepreneur, tout ça. En gros, c'est toute cette expérience-là, parce que tu m'as posé la question par rapport à l'accompagnement, est-ce que légitime ou pas ? C'est ça pour moi. C'est-à-dire que l'accompagnateur, pour moi, c'est celui qui a déjà entrepris. Parce que quand on parle aux entrepreneurs, pour moi, par exemple, quand je parle des entrepreneurs, il n'y a pas quelque chose qu'ils vivent que moi, je n'ai pas vécu. Sincèrement. Sauf des trucs extrêmes, tout ça. Mais bon, peut-être pour ceux qui ont de fortes sensations. Mais sincèrement, par rapport à, tu vois, à perdre tout, tu vois, tu es là, comment faire la famille. Bref, vraiment les difficultés qu'on a. Mais c'est ça, en gros. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, en termes de capital, peut-être je précise, il faut du capital, mais capital disponible. Pas un capital, oui, pour vos études, un capital, vous payez vos loyers, un capital où c'est l'argent, je sais pas, bon, je vais pas faire des exemples macabres, style, pour se soigner, tout ça. Oui. Vous faites ça, c'est pas bien, ou vos bourses, tout ça. Mais capital disponible. D'accord. Alors, je peux comprendre aussi et entendre que des gens qui nous regardent, qui t'entendent, disent oui, mais c'est pas si facile. On aimerait bien avoir le capital, on l'a pas parce qu'on peut pas se permettre de mettre d'argent de côté ou des choses comme ça. Donc, c'est pas évident pour tout le monde. Mais bon, tu n'as pas répondu à ma question de comment tu as vécu ton échec de Madagascar. Comme tout échec, sincèrement, comme toute première fois, quoi, c'est compliqué. Quand je dis compliqué psychologiquement, il faut être très, très fort. Sincèrement, il faut être très, très fort. Et surtout, très, très fort. À la limite, moi, je me connais, donc j'ai appris à me connaître, tout ça, parce qu'avec le parcours entrepreneurial, mais c'est surtout, en fait, les sous-entendus de la famille, on t'avait dit. Et je pense que c'est ça qui pèse surtout, en fait, par rapport à notre communauté. C'est-à-dire que, j'espère qu'en toi, ça a changé un petit peu. Mais moi, c'était ça. Parce que c'était quand même lutter contre vent et marée. Quand vous dites, OK, vous quittez la France, vous allez faire votre projet en Afrique. À l'époque, en tout cas, moi, j'étais le premier. Parmi mes amis, je suis le premier, en fait, à partir. Franchement, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui dans le hype, oui, retourne en Afrique, back to Africa, c'est waouh et tout. Mais à l'époque, tu vois, les gars disent, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout le monde m'a dissuadé. Quand je suis arrivé à Madagascar, je n'oublierai jamais. Une tante qui est décédée depuis, paix à son âme, c'est la seule qui m'a dit, fils, bienvenue chez toi. Tous ceux qui étaient là ont dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Et je ne comprenais pas. Pourquoi, en fait? C'est pas, je viens, je rentre, je sais pas, je vais investir, etc. et tout. C'est ça. Et donc, tous ces gens-là, en fait, quelque part, je me dis, je leur ai donné raison parce que j'ai pas pu finir, en fait, ce que j'ai fait. De moi, ce que je suis venu faire. Et moi, c'était plutôt ça, en gros, moi, qui me dérangeait et bon, je pouvais pas empêcher quelqu'un de penser comme il pense, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient, toi, t'avais dit, tu venais faire le malin, ton truc, ouais, avec ton truc, tout ça, au lieu de rester là-bas tranquillement, tout ça. Mais c'est moi. Donc, moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai accepté. J'ai mis du temps, quand même. Ça, c'est faux quand même aussi. Ça aussi, toi, c'est dépression. Combien de temps? J'ai mis 3 ans, 4 ans, vraiment pour me refaire le truc. Non, c'est dur. C'est très dur. Tu parles de dépression, carrément? Non, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas en dépression, heureusement, j'espère. Je suis quelqu'un de joie de nature, d'optimisme, mais sincèrement,
quand tu regardes ton quotidien, des fois, tu dis, waouh, comment on va faire tout ça? Comment on va se relever de ça? Comment ça? En fait, il faut reprendre à zéro. Et voilà, donc, je l'ai surmonté. Et tout ça, en gros, par exemple, nous, en Afrique, je trouve que, par exemple, ça, on parle toujours des projets. Ouais, il faut aller. Par exemple, ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. C'est un angle mort qu'on aborde systématiquement nulle part. C'est-à-dire que quand les gens échouent, qu'est-ce qu'on fait, en fait, d'eux? Et je trouve que, peut-être, je sais pas si on a la possibilité de faire des propositions par rapport à ça, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on devrait, en fait, leur donner comme temps possibilité, justement pour encourager. Parce que, comme tu dis, c'est tellement dur quand tu tombes. Mais pour se relever, et en plus, quand tu es une famille dont le capital n'est pas tout le temps dispo, tu vois, nous, d'accord, les parents, bon, je ne pouvais pas me plaindre parce que je fais partie de... Je me considère comme privilégié à beaucoup d'égards par rapport à la situation des parents, par rapport aux conditions dans lesquelles moi j'ai étudié. Et voilà, il fallait juste étudier Rivaux. Donc voilà, étudier en fait, tu vois, tu peux pas échouer, tu vois. Donc il faut juste étudier. Mais voilà, même moi à mon niveau, voilà, le capital, tu vois, une fois, mais en fait, il n'y avait pas une deuxième fois. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de repartir, de te dire, OK, je vais quand même continuer dans l'entrepreneuriat? Bon, il y a eu un petit temps, donc tu es retourné à Paris. Oui. Ensuite, tu es venu au Sénégal. Exact. Voilà, où tu as puisé cette force et cette motivation pour dire, j'y retourne. Mais c'est l'opportunité que l'Afrique présente. C'est vraiment ça, en gros. C'est-à-dire, je dis, en fait, avec mon épouse, on s'était dit, voilà, où on va aller? Australie, dit non, avec des kangourous, tout ça, non, vraiment, non. On dit Canada, avec les Inuits à moins 40, tout ça, non, 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 non. États-Unis, no way, non. Dans un pays où un matin on t'appelle, non, que c'est qu'on appelle ça là, c'est le camarade de ton fils qui a amené une arme. Ça, c'est les pays de malades, États-Unis. Bon, peut-être c'est caricatural, j'ai dit aussi, peut-être aussi de la même caricature pour l'Afrique, mais pas États-Unis. Et Europe, on dit non, franchement, on a donné. Donc, où on va aller? Donc, c'est l'Afrique, en fait. Nous, la destination Afrique. Donc, moi, ma femme est originaire du Sénégal. Et voilà, c'est comme ça, en fait. Sénégal est une destination naturelle. Et pour moi, mais c'est la destination par rapport à ce que ça représente le Sénégal pour moi, quoi. Par rapport à Cheikh Anta Diop, je pense qu'on aura l'occasion demain d'échanger, quoi. Voilà. Donc, l'Afrique, pour moi, c'était naturel. Donc, si ce n'était pas le Sénégal, j'aurais pu m'adapter. J'ai l'habitude de dire, mes oncles me disent, oui, si un jour on va nommer un ambassadeur, toi, on te nommera ambassadeur en Afrique, à Madagascar, en gros. C'est vrai, d'ailleurs. Je pense que, très honnêtement, il n'y a pas un pays sur le continent. Si tu me mets en Zambie, en Zimbabwe, en Angola, Togo, je m'adapterai toujours, je me sentirai toujours chez moi, en fait. Okay. Parce que peut-être que j'ai grandi avec l'Afrique centrale, j'ai étudié avec l'Afrique de l'Ouest. Donc, je côtoie beaucoup. Donc, il y avait aussi des frères et sœurs entiers et tout ça. Bref, donc, j'ai juste un peu vu, d'africaniste dans... Voilà, exact. En fait, c'est juste, du moins, des pacotilles, la différence, en gros. C'est juste des pacotilles. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on dit teranga lorsque les gens sont accueillis. À Madagascar, dans le concept fiavana. Dans d'autres pays, en fait, c'est-à-dire qu'on a toujours accueilli les étrangers. En fait, il y a beaucoup de ressemblances. C'est les mêmes plats. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les sakasaka au Congo, c'est ce qu'on appelle les raftout à Madagascar. Bref, c'est les mêmes plats, en fait. C'est juste les différentes chances. Donc, voilà, quoi. Donc, l'Afrique, pour moi, c'est la destination naturelle. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller en Asie, je ne pouvais pas aller en Amérique du Sud. C'est vraiment l'Afrique pour moi. Bizarrement, peut-être les autres disent, voilà, peut-être tu as su maintenant par rapport à là où tu es. Mais voilà, donc c'est l'Afrique, en fait. Voilà, donc Sénégal, moi, je suis très heureux d'être au Sénégal, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Waouh, là, tu me poses une colle. Tout le monde peut essayer, et c'est vraiment ça ma thèse, mais tout le monde ne peut pas l'être, parce que c'est dur, c'est excessivement dur. C'est-à-dire, quand je le dis, en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ces dernières années, nos politiques, pour le problème, pour moi, leurs échecs à ne pas avoir résolu le problème d'emploi des jeunes, ils ont trouvé dans l'entrepreneuriat, dit tiens, tu as fini des études, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est simple. Vas-y, fais, tu as un truc de fast-food, fais. Si tu n'as pas réussi, c'est ta faute. Moi, en tant que politique, c'est plus moi parce que c'est toi entrepreneur. Entrepreneur, c'est censé prendre son destin en main, monter un projet. C'est ta faute à toi. Mais je trouve que c'est d'une cruauté incroyable. C'est vraiment jeter ces jeunes-là demain dans la fosse des lions. Donc, pour revenir à ta question, moi, je suis de ceux qui prônent que sur le parcours de nos jeunes, il faut qu'on mette l'entrepreneuriat dans leur parcours en termes de projet. Peut-être ça renvoie aussi à la réforme de notre système éducatif. Il faut qu'ils fassent des projets. Tu vois, et là, ça rejoint ce que je te dis. Voilà, regarde aux États-Unis. Regarde quand ils montent les boîtes.
Ce sont leurs collègues de fac, leurs compagnons de chambre. Du moins, c'est avec ça. Tu vois, les Zuckerberg, je sais pas, il y a tellement d'exemples. Tu vois, avec son truc il a piqué l'idée de celui qui était en chambre. Bref, mais en tout cas, c'était avec eux. Et je trouve qu'il faut que nos jeunes testent. Tout le monde ne peut pas l'être. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une sorte de culpabilité, je trouve. Ah, tu n'étais pas entrepreneur, en fait, tu es un raté. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas sur les réseaux, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le must, c'est d'être entrepreneur, faut entreprendre. Mais je trouve que non. Il y a des gens qui sont très bien, qui font des très belles carrières en entreprise, dans l'administration. Ils font ce qu'ils font, ils font super bien ce qu'ils font. Ils sont aussi impactants que les entrepreneurs. C'est juste ça que je veux dire. Donc, tout le monde ne peut pas l'être. Et c'est vraiment un état d'esprit. Si vous aimez résoudre des problèmes, vous avez un des traits. Si vous n'aimez pas les problèmes, vous n'êtes pas fait pour. Parce que sincèrement, toi tu le sais, toi tu gères ta boîte. C'est du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Tu n'arrêtes pas, tu gères que des problèmes. Jusqu'à ce que le jour, tu es bien, tu vends ta boîte, et peut-être tu as d'autres problèmes, mais voilà. Mais tous les entrepreneurs, en tout cas l'expérience que j'ai, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est ça. Donc, vraiment, il faut essayer, nos jeunes, on devrait leur donner l'opportunité, parce qu'il y a aussi un truc qui circule, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est acquis, il n'y a pas d'inné, il n'y a pas quelqu'un qui a des gènes d'entrepreneur, ça, il faut oublier ça. C'est vraiment, il faut qu'ils puissent le tester. Moi, je suis vraiment partisan de très tôt, depuis même le lycée. Il faut qu'on fasse des projets, ils testent avec des mini-projets, parce qu'aujourd'hui, la vie, en fait, ce sont des projets. La compétence ultime qu'on demande à un entrepreneur, c'est la gestion de projet. Tout est gestion de projet. Tu vois, tu fais ton podcast, c'est une gestion de projet. Il faut les post-prod, c'est une gestion de projet. Mais nos jeunes ne savent pas ça. C'est ça le problème. Mais ça, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette dynamique, en fait. Donc, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de... Ils fantasment énormément. Donc, répondre clairement à ta question, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Comme tout le monde ne peut pas être PDG. Comme tout le monde ne peut pas être, footballeur professionnel. Parce que c'est comme ça. C'est réservé à une petite élite, heureusement ou malheureusement, mais c'est une réalité. Je décris juste une réalité. Est-ce que la question de l'aversion au risque rentre aussi en considération? Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment la sécurité d'un salaire à la fin du mois, alors qu'un entrepreneur peut peut-être être plus flexible sur ces questions-là. Est-ce que tu penses que c'est un point clé, un critère important? Non, pour moi, non. Parce que il y a pas... On dit, oui, les entrepreneurs prennent le risque. J'ai jamais vu ça, c'est nouveau. Les gars qui prennent des risques, c'est les gens fous. Il y a juste 0,001. Je peux te garantir, même les investisseurs, là, quand tu vas voir les investisseurs, tu vois, tout le monde, regarde la banque. Bon, l'exemple typique, la banque. Ils sont censés te donner de l'argent, c'est leur métier. Mais regarde, tu as vu la prudence dans laquelle ils sont pour avant de donner de l'argent? Donc, oui, tout le monde a aversion au risque, en fait, ce que je veux dire. Oui, mais il y a quand même une audace, comme celle que tu as eue en allant à Madagascar pour créer ton fast-food, pour lancer ton fast-food. Il y a quand même une audace qui contient un risque et que tout le monde ne peut pas faire. Effectivement, mais... Pour moi, ce n'est pas le critère principal. Sincèrement, j'ai rarement vu des gars dire non, écoute, toi et moi, on saute du deuxième étage chez toi ici, et là, finalement, il n'y a pas de parachute et on y va parce que nous sommes entrepreneurs. Non, j'ai rarement vu quelqu'un dire écoute, Seynabou, tu amènes 10 millions, moi j'amène 10 millions, écoute, on fait ça et notre objectif, en fait, c'est juste nos rêves et tout. Non, les gens vont dire écoute, voilà quoi. Alors, Ivo, mais concrètement, quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut entreprendre? D'abord, effectivement, de s'associer. Naturellement. D'avoir un minimum de capital avec un minimum de risque. Fondamental. C'est-à-dire que ce ne soit pas de l'argent crucial pour la survie. Laisse le risque de côté. C'est-à-dire que juste avoir le capital déjà. Parce que si tu me dis minimum de risque, tu rajoutes encore dans l'équation assez complexe. Mais juste le capital déjà. D'accord. Et ensuite? Ensuite, se faire accompagner et maîtriser une compétence. À partir de quand il faut se faire accompagner? Dès le début? Dès le départ. Ça évite en gros le fait d'être isolé parce qu'il y a une structure. C'est-à-dire que dans ces structures d'accompagnement, ils vous apprennent en gros, voilà, c'est quoi être un entrepreneur. Il y a il y a les modules, il y a des formations, il y a des workshops, bref, il y a même des séminaires. Quel est l'état d'esprit du moins qu'il faut avoir? C'est ça en gros ce qu'il fait. Donc aux États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils viennent dans le Far West, ils montent leur boîte. Non, c'est hyper structuré. En France, pareil, donc le pays qu'on connaît bien, hyper structuré. Les gens font, ils viennent, il y a des chambres de commerce. En fait, il y a des choses sur lesquelles les gens viennent pour dire, OK, moi j'entreprends et il faut m'aider. Alors, est-ce que c'est facile de trouver de l'accompagnement quand on démarre un business comme celui d'Ibrahima? On reprend notre exemple d'Ibrahima qui lance son fast-food avec 200 000 francs CFA.
Quelles sont les structures qui sont là pour accompagner ce type de projet? Là, tu poses une question pour moi encore fondamentale, c'est-à-dire par rapport aux jeunes. L'information. L'information ne vient pas à vous. C'est à vous d'aller vers l'information. Ça, c'est les premiers critères d'être entrepreneur. Qui est là, qui s'assoit comme ça? Toi qui entreprends par rapport à ta boîte Senabo, tu t'assois comme ça et le marché tombe du ciel. Tiens, allô, il y a un marché qui est là. Est-ce que tu comprends ou pas? Mais c'est la même chose. Vous devez aller à la pêche des informations. Il y a des choses qui se passent. L'État du Sénégal, l'une des spécificités du Sénégal, il y a l'ADER, il y a la DPME, il y a le BMN, il y a la 3FPT, il y a l'ANEJ, bref, il y a tellement d'agences. Donc, il faut qu'ils y aillent, en fait, vers ça. Donc, ça, c'est un. Donc, ça, c'est les jeunes. Donc, ça, il ne faut pas... quand c'est quelque chose, oui, non, on est là. Non, il faut qu'ils viennent de l'information. 2, il y a une structure qui s'appelle Afrikinov. Afrikinov, c'est une structure qui est la structure des structures d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est une forme d'association qui agrège toutes les associations accompagnatrices de tous les pays francophones. Afrikinov. Le siège est au Sénégal. Donc, les jeunes qui veulent entreprendre, voilà, peu importe où ils sont, voilà, ils tapent Afrikinov, ou comment ils peuvent, en gros, comment ils peuvent les orienter. Alors, au Sénégal, nous avons toutes les structures d'accompagnement, donc ça, c'est pour information. On s'est regroupé dans une nouvelle association qui s'appelle Sénégal Accompagnement. Sénégal Accompagnement, donc, regroupe plusieurs structures d'accompagnement, justement, pour pouvoir aider ces jeunes-là. Donc, à l'intérieur, forcément, donc, il y a chacun en termes de cible, mais ça existe. Les informations sont là. Et du côté anglo-saxon, ils ont l'équivalent d'Afrikinov qui s'appelle Afrilabs, mais pour les côtés anglo-saxons. Et je trouve dommage que, par exemple, le côté, tu vois, le découpage de 1885 de l'Afrique se retrouve encore, tu vois, le côté business, côté francophone, côté anglophone. Donc, c'est les mêmes. C'est juste la langue qui différencie. Donc, après, le côté hispanophone ou le côté lusophone, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils font de leur côté aussi, mais tout ça, il faut qu'on puisse le regrouper, en fait. Tu penses vraiment que les marchés sont les mêmes également en Afrique anglophone par rapport à l'Afrique francophone? Mais ça dépend ce que tu cherches, Senabo. Chaque marché est spécifique. Le marché allemand n'est pas la même chose que le marché français. Le marché espagnol n'est pas la même chose que le marché portugais. Ça dépend ce que tu fais. Donc, dire qu'aujourd'hui que le marché Sénégal est le même que le marché du Mali, que le même que le marché du Gambie, peut-être Gambie-Sénégal, voilà, c'est Sénégal-Gambie, bon bref. Mais oui, chaque marché a sa spécificité. Oui. Mais la réalité reste la même. Économie très informelle, beaucoup de jeunes, les jeunes qui veulent apprendre, les jeunes maintenant qui ont compris finalement l'impact qu'ils peuvent apporter à leurs proches, à leur économie. Par exemple, il y a ça aussi. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Lorsque je rencontre des jeunes entrepreneurs, je dis, pourquoi tu entreprends? Quand tu poses cette question en Europe, pourquoi les gars veulent entreprendre? Les gars disent, non, il va acheter son yacht. Tu vois, en fait, c'est pour les enjeux de pouvoir, pour plein de choses. Mais une fois encore, c'est très empirique, je dis, parce que via mon expérience que j'ai vue, et quand tu poses la question pourquoi les gens entreprennent chez nous, c'est la première chose chaque fois qu'ils te disent, c'est que j'aimerais en fait aider le Sénégal, j'aimerais aider le Bénin, j'aimerais aider du moins le Burkina, et j'aimerais créer de l'emploi. C'est génial. Tu vois ou pas? C'est vraiment génial comme motif. C'est ça, en gros, tout l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit, tiens, je veux entreprendre pour avoir, bon, Sénégal, comme 4 femmes, un pays polygame, où je veux... Oui, mais nos jeunes entreprennent vraiment pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on entreprenne. C'est ça qui amène le rêve. Oui, tiens, j'entreprends parce que j'ai identifié un problème que, voilà, franchement, voilà, les gens n'ont pas accès à la propriété. Voilà, on ramasse pas les poubelles. Voilà, il n'y a pas suffisamment. C'est pas les femmes de ménage, sont pas bien formées. Bref, ils viennent avec une problématique, mais c'est problématique pour moi vraiment noble, en fait. Et c'est ce qui leur permet de persévérer face aux difficultés, à l'adversité aussi, parce que le why, le pourquoi, la raison fondamentale pour laquelle ils font les choses est très forte. Effectivement, peut-être là, j'ai pas pensé nécessairement, mais je pense que là, tu as parfaitement raison, parce que les gens persistent. Au-delà du fait que oui, ils ont que ça, mais quand c'est tellement important que vous faites, et c'est utile, et c'est impactant, parce que c'est un mot utilisé souvent. Ben, impactant, c'est quoi impactant? C'est impactant, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie des gens de tous les jours, on dit, OK, ils en ont besoin de ce que vous faites. Tout à l'heure, tu parlais donc de Afrikinov et de Afrilabs. Et tu disais pour les jeunes, mais c'est également pour des sociétés moins jeunes, peut-être? Oui, bien sûr. Quand je dis jeunes, parce que notre population, 65%, moins de 25%, mais moins jeunes aussi. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Vous avez 50 ans, 60 ans, vous voulez entreprendre, contactez Afrikinov. Voilà, vous pouvez contacter la R2, il n'y a pas de souci. On va vous orienter, etc. et tout, vers d'autres structures. Mais ce que je veux dire, c'est il y en a. Faites des recherches. Est-ce que tu penses qu'avec le marché africain tel qu'il existe, alors c'est une généralité, le marché africain c'est plus complexe que ça, mais est-ce que tu penses que la majorité des entreprises sont capables
d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires que tu veux les aider à atteindre par ton accompagnement? Oui. En fait, prenons juste l'exemple des commerçants, les distributeurs et les commerciants. Tu vois, regarde, on est au Sénégal, tu vois, tous les gars, ils sont tous cash. Mais ce qui leur manque, c'est la structuration. Donc, il faut leur expliquer. C'est ça, en gros. C'est-à-dire qu'il faut aller vers cette catégorie-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être, j'amène ici une remarque, je trouve vraiment dommage, dans toutes les structures d'accompagnement, dans tous les programmes d'accompagnement, en gros, parce qu'il y a ça aussi financé par les bailleurs étrangers, en gros, tout ce qui est commerce, ce qu'ils se disent, en gros, qui n'amène pas de valeur ajoutée, on met de côté. Mais le problème mais la réalité est la suivante. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal. Le Sénégal fait un PIB de 18 milliards de dollars en moyenne par an. La moitié, un peu plus que la moitié, c'est apporté par qui? Par des commerçants. Mais bizarrement, cette catégorie-là, elle n'apparaît nulle part dans les structures pour structurer. Nulle part. C'est quand même dingue. Oui, parce que non, ils n'amènent pas de valeur ajoutée. Oui, non. C'est pas ça. C'est-à-dire que soyons pragmatiques. Ce sont les gens qui vous ramènent de la richesse. Comment vous allez vous aider? Comment vous allez vous adapter? Quand tu dis qu'ils n'apparaissent nulle part, ça veut dire qu'ils sont considérés comme le secteur informel, c'est ça? Oui, en fait, il n'y a même pas de programme destiné pour les commerçants. Par exemple, pour dire, OK, vous êtes commerçant, on va vous structurer comme on structure, par exemple, quelqu'un qui se lance dans le solaire. J'ai rien contre le solaire. Mais regarde l'impact. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une capacité déjà en termes de cash, en termes de l'impact de leur écosystème, mais ils ont besoin de moins qu'on les aide. Mais personne n'est jamais venu leur dire, sauf forcément leur soutirer l'argent avec les impôts pour... c'est un truc incroyable. Mais ceux qui amènent la moitié de la richesse du moins de ce pays, même plus de la moitié de la richesse de ce pays, c'est amené par les commerçants. Mais il n'y a rien pour eux. Mais c'est quand même dingue. Dans ta transformation, dans tes efforts de transformation des entreprises, comment tu fais pour leur faire passer ce fameux cap des 100 millions et en faire des entreprises beaucoup plus solides et impactantes pour cet environnement? Alors, ce qu'on a vu, c'est dur. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour faire bouger le chiffre, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et c'est comme ça qu'on a corrigé en fait la constitution même de la RDE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RDE, une de notre spécificités, je pense que moi, j'ai 5 départements que je dois d'ailleurs renforcer au fur et à mesure. Donc, nous pensons que pour faire bouger la vente, il faut 5 éléments. Premier élément, c'est le RH. Est-ce que le commercial est bon ou pas? Est-ce que vous le managez bien ou pas? Est-ce qu'il a le bon profil ou pas? Deuxième élément, c'est la partie marketing and sales. Est-ce que vos offres sont bien structurées? Est-ce que votre proposition de valeur, est-ce qu'elle est bien identifiée par vos cibles? Qui sont vos cibles? Est-ce que vous communiquez via le digital versus via off? Troisième élément, le budget, la finance. Il faut budgétiser. On a vu des commerciaux envoyés dans les bus. C'est qui fait ça, en fait? Ben forcément, il n'est pas efficient, les gars. Vous dites qu'il faut qu'il prospecte, mais il monte dans les bus. Ben, comment on fait, en fait? Ben forcément, il ne peut pas prospecter plus. Donc, le budget, est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a un objectif en termes de jusqu'où la personne peut descendre en termes de prix, ou du moins jusqu'où il peut augmenter aussi, finalement, en termes de prix? Dernier élément fondamental, c'est un élément vraiment majeur, c'est les données. Comment on prend une décision? C'est plus, tu vois, doigt mouillé, on hume l'air, tu vois, on dit tiens. L'intuition. L'intuition, tu vois. Aujourd'hui, c'est les données. C'est vraiment l'or noir. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'or noir du XXe siècle, c'est les données. Or que nous, ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas encore ancré du moins dans nos PME. Et donc, nous pensons que ces différents éléments contribuent à augmenter, du moins, le chiffre d'affaires. Donc, maintenant, tu peux reprendre les 5? Les 5. Donc, 1, c'est la RH. 2, c'est la partie marketing and sales. 3, c'est la gestion. 4, c'est la partie données. Et 5, c'est la partie juridique et fiscale. Peut-être que j'ai oublié la partie juridique et fiscale. C'est-à-dire que juridique, c'est il faut écrire des contrats, du moins pour closer, parce que les gens, ils promettent, mais il faut mettre tout ça sur papier. Et nous pensons que ces éléments-là contribuent à accélérer. Donc, pourquoi, en fait, tout en un? Parce que si on ne fait pas tout en un, les problèmes, tu sais, l'entreprise, c'est complexe. Tu dis, tiens, là, on est juste venu avec les compétences marketing and sales. Oui, mais là, le budget n'est pas bon. Il faut qu'on fasse appel à notre cabinet, il faut qu'on fasse appel à notre consultant. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, c'est comme ça, en fait, quand on arrive dans une entreprise, c'est comme ça qu'on fait, du moins, modestement, on essaye de faire bouger, en fait, le chiffre. Mais pour moi, la partie fondamentale, c'est vraiment
les 5 composantes sont importantes, mais vraiment, la partie fondamentale, c'est la partie RH. La partie RH. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de casting. Et de retard au niveau des entrepreneurs et des entrepreneureux en termes de prise de décision. Ils constatent, mais ouais, peut-être qu'on essaie un peu... Tu veux dire, ils constatent qu'ils ont fait une erreur de casting? Oui, en fait, ils constatent que la personne, demain, ne fait pas l'affaire, mais on la garde. On continue à la garder, dit non, voilà, peut-être pour X raisons. Voilà, peut-être notre culture aussi, oui, peut-être il y a une famille. Mais le problème, c'est que vous avez une entreprise. Vous avez une entreprise. Et là, vraiment, l'exemple ultime de ça, c'est quand vous regardez tout ce qu'on vit aujourd'hui au Sénégal avec tous les sureffectifs dans plein de structures, c'est ça. S'ils étaient tous très bons, il n'y avait pas de problème, en fait. Non, mais c'est ça. S'ils étaient tous très bons, il n'y avait pas de problème, là. Au contraire, le service aurait été un service top des tops. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais on les maintient. Peut-être parce qu'on se dit que si on les accompagne, ils vont s'améliorer. Et c'est malheureusement ça, la difficulté. C'est la chose, c'est ça. Il y a des gens que vous pouvez aider, mais il y a des gens que vous ne pouvez pas aider. Comment on fait la différence entre les deux? Je pense que... Là, tu me poses une colle. Je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend des valeurs. Par exemple, je pense qu'on fonce beaucoup avec des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu dis, OK, l'entreprise est là, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices et tout. Voilà, quoi. Les personnes viennent, voilà. C'est-à-dire qu'écoutez, il faut rester encore un tout petit peu pour qu'on puisse, voilà, du moins qu'il faut qu'on sorte du moins la propale, ou du moins il faut qu'on finisse l'appel d'offres. Mais la personne dit non, mais comme là, j'ai travaillé là, où est-ce qu'on est par rapport à mes heures supplémentaires? Il n'y a pas de problème, il faut respecter la loi. Il y a ses droits, mais en termes d'état d'esprit, l'entreprise, c'est pas quelque chose de flat. Ça fait comme ça. Donc, en termes d'état d'esprit, comment on peut faire ça? Il y a des gens qui demandent chaque fois, mais toi, qu'est-ce que tu apportes, en fait? Est-ce que vous voulez progresser? Il y a ça aussi. L'entreprise doit former. Ça aussi, c'est quelque chose il y en a très peu en Afrique. Je n'aime pas dire Afrique, parce qu'une fois encore, l'Afrique, c'est un continent. Ce que j'ai constaté, donc je nuance souvent, j'ai constaté, les gens n'aiment pas former, n'investissent pas dans la formation de leur personnel. Mais quelque part aussi, le personnel aussi, n'investissent pas dans leur propre formation. Il y en a qui le font. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que mon équipe est top. Ils se forment, etc. Et tout. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que vos temps, vous pouvez... Combien de personnes, par exemple, est partie vers leur employeur en disant, écoutez, madame ou monsieur, je voudrais vraiment me former en BI, en business intelligence. Je voudrais me former en digital marketing parce que je ne suis pas certifié. Est-ce que je peux prendre 1 heure de mon travail, etc. et tout, pour que je sois efficient? Qui va dire non? Mais non, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok, pour des choses inutiles. Ça aussi, là, il faut qu'on le dise. Hein. C'est-à-dire que le temps que nos jeunes, parce que nous sommes une nation jeune, c'est normal, jeune, toi, foufou. C'est pour ça que les Chinois, ils ne se sont pas trompés. Les Américains, tous les gars de la Silicon, ils ne se sont pas trompés. Leurs enfants ne touchent pas les réseaux sociaux parce qu'en termes de perte de temps, WhatsApp, c'est tellement invasif. Tu as là plein. C'est-à-dire que c'est chaque fois tu es là sur WhatsApp. Et c'est tous ces éléments-là, il faut que les jeunes comprennent. C'est tout ça, c'est ce temps-là, c'est ce temps de sacrifice que vous devez vous former justement pour aller de l'avant. Donc, c'est ça que voilà, tu poses la question. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe parce que dès que ça arrive en relation humaine, c'est pas comme les mathématiques, tu vois, 1 + 1 = 2 ou tu vois, 2 × 2 = 4. Mais c'est des sciences humaines, donc il faut mais ça dépend de ce que chacun d'entre nous veut vraiment. Comment se former? Est-ce que c'est par rapport à des 3FPT, par exemple, ou bien des organismes qui sont là pour faciliter la formation, ou bien c'est juste maintenant regarder des vidéos YouTube, faire des formations en ligne, Coursera et compagnie? Mais tu ne crois pas si bien dire. Moi qui suis Rivo, j'ai fait 16 cours Coursera. Quand ce truc-là est sorti en 2012 ou 2013, j'ai trouvé ça génial. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors, Coursera, c'est le premier MOOC en ligne à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Donc, vraiment, EduTech, c'est-à-dire que la promesse, c'est quoi? C'est les meilleures facs donnent des cours gratuits en ligne. Les meilleures facs du monde? Meilleures facs du monde. J'ai fait les cours de finance avec l'Université de Chicago. L'Université de Chicago, c'est là que tous les grands économistes comme Milton Friedman, voilà, tout ça, en fait, sortent. Donc, c'est vraiment les pontes. HEC, au début, ils étaient là-bas, mais eux, ils sont sortis comme MIT aussi. Mais vous avez une myriade de cours. J'ai pris des cours de stratégie avec des meilleures universités d'Allemagne. J'ai fait 16. Mais il faut être discipliné. C'est vrai que quand ce truc-là est sorti, aujourd'hui, vous avez Edassi, vous avez, qu'on appelle ça, la Khan Academy, vous avez même sur LinkedIn, il y a un autre nom. Tout ça, c'est vraiment gratuit à volonté. C'est ça que je ne comprends pas, nos jeunes.
3 FPT, oui, certes, il faut faire les demandes, tout ça. Mais là, vous allez sur votre clavier, vous vous inscrivez, tout est en ligne, gratuit. Certains peut-être payants, mais c'est un truc ridicule. Mais c'est vraiment incroyable. Pour moi, quand Coursera est sorti, pour moi, mais aussi, je pense qu'ils ont vu, l'Afrique devait sortir de là où on en est. Mais malheureusement, on n'a pas pris. Je sais pas, nos jeunes, je sais pas. C'est là que je dis tout à l'heure par rapport à TikTok, ça aussi, il faut qu'on se le dise. Le temps que vous passez sur ce genre de choses, si vous apprenez, tant mieux. Mais généralement, c'est beaucoup de futilité, énormément de futilité qui attire votre temps, qui capte votre temps. OK. Donc, si on revient sur ce que tu disais sur les entreprises, si on active les 5 leviers que tu as mis en avant, en soulignant bien le côté RH, parce que l'équipe, c'est fondamental, hein, c'est l'humain qui est au début et à la fin de toute chose, n'importe quelle entreprise peut atteindre un chiffre d'affaires qui se rapproche de 1 milliard. Oui, effectivement. C'est-à-dire que là, on pose les fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'on dit, OK, toi, tu veux courir aux Jeux Olympiques. Tu veux compétir aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que les Africains, pourquoi on n'arrive pas à avoir des médailles? Tu as vu les conditions dans lesquelles nos artistes... Non, mais c'est vrai. Tu as vu les conditions dans lesquelles nos athlètes, en fait, s'entraînent? Et regarde quand ils arrivent en France, aux États-Unis, tu vois, des stades, du les bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si tu mets déjà l'infrastructure, ça ne veut pas dire que tu seras Usain Bolt. Si tu mets déjà l'infrastructure, la chance pour que tu y arrives déjà... C'est bien par rapport à, tu vois, tu cours dans le sable, tu vois, il n'y a rien, là, tu vas te blesser. Là, c'est pareil. Il faut d'abord bâtir l'infrastructure. Et pour nous, l'infrastructure, c'est vraiment la partie RH. Et l'autre infrastructure, forcément, donc, la partie RH, former une équipe. Une équipe, l'exécution. Moi, je crois vraiment, moi, à titre personnel, Rivo, moi, je crois vraiment à l'exécution, la capacité d'exécuter. Vous devez avoir des exécutants. C'est-à-dire que, non, des exécuteurs. Pas des exécutants, des exécuteurs. Des killers, en gros. Une équipe, mais qui délivre d'une manière... Des exécuteurs. Voilà, c'est ça. Pas des exécutants. Pas des exécutants, c'est-à-dire que tu dis et puis tu fais. Non, c'est-à-dire que des gens, des killers, quoi. C'est-à-dire vraiment des personnes qui vont faire des choses incroyables. D'ailleurs, il y a une citation qui dit souvent, voilà, une moyenne idée avec une équipe incroyable, tu sortiras en fait un produit formidable. Mais une excellente idée avec une équipe moyenne, tu sortiras rien de ça. Ça, c'est nos amis américains. Ils adorent ce genre de formule parce qu'ils sont avec les punchlines, ils sont toujours très bons dans ça. Mais c'est vrai. Et moi, je crois beaucoup en ça, en gros. C'est-à-dire que comment ensuite vous allez dynamiser l'équipe, comment vous allez animer votre équipe, comment vous allez justement faire adhérer l'équipe. Parce que souvent, on parle de vision. Mais tout ça, c'est bien. Mais tu vois, au quotidien, comment le personnel, en fait, puisse faire de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait ça, demain, on va faire ça, et non pas aujourd'hui, on a fait ça, et le lendemain, en fait, on redescend un peu, le lendemain, on fait un peu, on fait ça. Donc, on a l'impression qu'il y a du mouvement, mais en fait, on fait du surplace parce que c'est juste comme du tango, tu vois. Avant, tu fais un peu en arrière, tu fais avant, tu fais en arrière. Mais ça, c'est un point très important, je trouve, Rivo, parce que être entrepreneur et manager, c'est quand même deux métiers différents. C'est pas évident pour n'importe quel entrepreneur d'acquérir des qualités de manager, ça prend du temps. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a Seth Godin, elle avait super bien théorisé. J'ai vu chez toi une bibliothèque de Seth Godin et tout. Donc, voilà, donc je me permets de le citer. Donc, entre leader et manager, effectivement, un leader est naturellement... Alors, un manager peut potentiellement être leader, mais un leader n'est pas nécessairement un manager. Parce que manager, c'est quoi? C'est vraiment, c'est au quotidien, comment. Et malheureusement, quand vous entreprenez, vous êtes obligé de faire les deux en même temps parce que vous n'avez pas les moyens de dire, tiens, je vais appeler un DGA, ou j'ai appelé un DG, ou j'ai appelé un responsable temps. Vous êtes obligé de le faire, en gros. Mais là, on en vient aux soft skills. Tu pourras expliquer ce que c'est exactement, dont tu parlais au début. Et tu disais que c'était pas ça le plus important, c'est les hard skills. Mais... Alors moi, je vais faire des ennemis là, parce que là, du coup, les gens qui vont écouter ça, ils vont dire non, que ce sera parce que dans la place, j'ai vu que tu as reçu comme quelqu'un comme Beautiful Soul, ou du moins, il y a quelqu'un dans la place, comme voilà, Patricia, c'est Niké, je pense. Ouais. Il y a quelqu'un aussi dans la place qui vit ça super bien, c'est Nilan Thiam. Eux, c'est vraiment les papesses autour de ça, le développement, le soft skill. Donc, on a eu l'occasion d'échanger autour de ces questions-là. Il faut du tout. Maintenant, je trouve juste que c'est la proportion que vous mettez. Tu vois ce que je dis? En fait, c'est comme faire un plat. Tu vois, si tu mets trop de sel, si tu mets trop, c'est pas possible. Mais si tu fais un plat, il n'y a pas de sel. Tu vois, c'est des trucs qui n'est pas possible. Même si avec un meilleur cuistot que tu veux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'huile, donc il y a fait un peu de tout. Mais je trouve maintenant, c'est la proportion. Moi, je trouve juste que c'est exagéré. Parmi nos jeunes, tu dis, tu vas monter une usine. Et tu viens avec du moins du soft skill. Tu vois, c'est compliqué. Est-ce que tu comprends ou pas? Pour attaquer, j'ai un problème avec mon truc des RH.
C'est pas une question que de leadership, tu vois. C'est peut-être une question, est-ce que les process sont en cours? Est-ce qu'il y a un système d'évaluation? Est-ce que système de compensation? Est-ce que c'est en mise en place? Bref, il y a tout un ensemble d'éléments. Mais je trouve juste que chez nous, à un moment donné, on simplifie trop, quoi. Oui, non, on fait du coaching, on fait du mentoring, et on pense qu'on va passer de 100 à 100 milliards, ou du moins les jeunes, on pense qu'ils ont suivi ça, j'ai fait un cours de leadership, et finalement, je suis le leader, et je fais de 10 et je vais passer à 100. Non. C'est très bien d'attirer des personnes. Maintenant, il faut le travailler. Il faut mettre tout ça ensemble. Il faut mettre tout ça en harmonie. Et c'est ça, je trouve que les talents d'un entrepreneur, c'est ça. C'est comment ils vont réussir à faire. Et regarde bien tous les succès qui sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, il ne sait pas faire ça. Soit les gars, à un moment donné, ils ont dit, OK, ou la dame, ils disent, OK, j'appelle quelqu'un pour me faire ça super bien. L'exemple parfait, c'est Google. Larry Page et l'autre, là, j'ai oublié son nom. Très tôt, ils se sont dit, les gars, nous, on aime être geek, en fait. Voilà, Sergey Brin, les deux. Il dit non, franchement, on aime être geek. Franchement, nous, on veut bien coder, faire des trucs, mais diriger les boîtes, non. C'est pour ça qu'ils ont dit, OK, nous, on appelle très tôt, comme ils ont levé, ils avaient beaucoup d'argent, Eric Schmidt. C'est Eric Schmidt qui a fondé Google. C'est quand les gens voyaient Eric Schmidt, non, mais les deux, là, ils étaient derrière. Ils s'éclataient, mais lui aussi, il s'éclatait parce qu'il a vraiment bâti Google tel qu'il est. C'était un excellent manager. Tu vois, il expliquait comment il recrutait, je sais pas, 300, 400, 500 personnes en une semaine. C'est un truc de fou là-bas, ce qui se passe. Tu vois ou pas? Donc, cette capacité des entrepreneurs très tôt aussi à dire, OK, moi, je suis bon dans ça, je suis moins bon dans ça. Mais après aussi, bon, il faut avoir les moyens de sa politique aussi. On dit, ouais, je veux recruter un DG, mais tu vois, j'ai que 10 000, tu vois, ça va être un peu compliqué. Donc, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis que c'est très dur. C'est très dur, c'est tout un combo. Parce que vous êtes un excellent leader, vous parlez bien. Mais en fait, les hard skills, mon ami, il faut écrire, c'est pas bon, les trucs pas bons. Mais vous êtes aussi très bon en écriture, mais vous êtes cassant, vous n'écoutez pas vos collaborateurs, vous n'écoutez jamais les idées des autres, vous êtes toujours là, etc. et tout. Moi, ça va être compliqué aussi. Il ne faut pas que les gens croient que je suis en train de me décrire aussi. Là. Personne ne croit ça. Ouais, j'espère bien. Donc, la complémentarité et puis les bonnes personnes à la bonne place. Oui. Pour commencer, ou enfin, peut-être, en tout cas pour une petite entreprise qui est autour de 100 millions, peut-être un peu moins, l'équipe idéale, c'est combien de personnes, tu penses? Tout dépend de l'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vous qui définissez, c'est le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que tu systématiquement rendez-vous, t'arrives pas. Forcément, il faut que tu recrutes en fait une assistante. En fait, c'est l'activité qui drive, en fait. Ouais. Après, vous pouvez prendre un risque pour anticiper un peu le marché. Mais c'est vraiment l'activité. De toute façon, ils sont pas fous, les entrepreneurs, ils le savent. Vous n'arrivez pas, vous êtes débordé. Forcément. Si vous vous tapez tout seul chaque fois les factures, à un moment donné, peut-être, il faut recruter un comptable en interne. Donc, c'est vraiment l'activité, en gros, qui drive. Pour moi, c'est ça. Donc, toi, c'est mon point de vue. Peut-être d'autres ne le partagent pas, donc je peux concevoir. Mais pour moi, c'est qu'on conseille des clients. Je regarde l'activité, le niveau d'activité. Je dis, voilà, est-ce que ça permet d'avoir ça. Et effectivement, souvent, non, en fait. C'est-à-dire que les gars, ils ont surstaffé. Toi, tu as 10 factures, pourquoi tu as un comptable interne? Fais-le toi-même. 10 factures, c'est pas beaucoup. C'est gérable. Mais si tu as 2000 factures à sortir, comme une boîte qu'on a vue, waouh! Et eux, en revanche, ils le font tout seuls. Mais il dit, mais recruter, il dit, non, Rivo, c'est serré. Mais c'est chaud. Comment on fait, les gars? Donc, tu vois ou pas? Donc, c'est vraiment l'activité qui, pour moi, qui drive en fait le personnel que tu as. OK. Une fois qu'on travaille sur ces leviers-là, ça prend combien de temps pour multiplier son chiffre d'affaires par 10? Mais tout dépend de l'entrepreneur. Ça, c'est vraiment une question. Vraiment, tout dépend de l'entrepreneur. Une fois encore, sa capacité à amener son équipe, sa capacité à être motivé. En moyenne, par rapport aux entreprises que... Vous avez accompagné combien d'entreprises jusqu'à présent? Alors là, dis-moi sur quelle partie? Sur cette partie-là? Sur cette partie de... Sur la partie d'accélération? Ouais, on va dire les 3 ou 4 dernières années, une quarantaine. Une quarantaine d'entreprises. Ouais, une quarantaine. Et en général, ça prend combien de temps? Déjà, le taux de réussite, il est de combien? Très bonne question. Une fois encore, franchement, c'est une question hyper pertinente que tu poses parce que c'est ce que nous avons en fait. Tout dépend des paramètres. C'est-à-dire que nous, on met du nôtre, mais est-ce que l'entrepreneur met du sien? C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, j'aime pas le mot diagnostic, mais il faut analyser les choses. OK, il faut faire ça. Nous, on pense que, OK, on échange. Maintenant, il faut agir. Mais des fois, il faut agir. Il y a des entrepreneurs, dans leur processus de décision, ils mettent du temps. Mais le problème, c'est que des fois aussi, le temps, en fait, peut te tuer. Parce qu'il faut agir vite. Par exemple, quelqu'un te vole, en fait, il faut licencier. Il ne faut même pas se poser la question, oui, peut-être que non, il faut licencier, en fait. Il dit non, peut-être que. Mais tant que la personne est là, ce n'est pas bon.
Tu vois ou pas? Ça, c'est un. Deux, est-ce que l'équipe que la personne a, en fait, peut aller là où, finalement, ils veulent aller? Trois, est-ce que l'entrepreneur amène suffisamment l'équipe avec lui pour faire? Parce qu'une fois encore, tu vois, tu peux être là, ton équipe peut être là, mais ta vision, comment tu vas articuler ce que toi, tu souhaites par rapport... Tu vois, il y a tout ça. Comment tu le transmets? Combien de boîtes animent leur équipe par semaine? Je suis toujours étonné de ça. Nous, on fait une réunion chaque lundi. Lundi, de 9h, la matinée, des fois, c'est 10h, 11h. Ça ne dure jamais plus de 45 minutes, 1 heure maximum quand j'ai des choses à dire, pour instruire, pour dire, voilà, donner des feedbacks, etc. Et tout. Et chaque fois, moi, je suis étonné. Les boîtes, non, en fait. Les boîtes, ils ont mis ça à un moment, et puis ils laissent, et puis ça tourne. C'est pas possible. Et tu vois, tous ces petits facteurs impactent le fait qu'à quel moment on vient. Et forcément, tout entrepreneur, nous, on souhaite tous que nos chiffres d'affaires augmentent du jour au lendemain. Comme les Américains, là, les overnight, en fait. C'est-à-dire que, mais ça n'existe pas. C'est sur le temps. C'est sur le temps. Donc, par rapport à ta question, malheureusement, c'est très empirique. D'autres, peut-être, on a réussi à les aider à progresser plus vite. D'autres, un peu plus lentement. D'autres, un peu beaucoup plus lent parce que, du moins, pour tous ces facteurs-là, il y a aussi le facteur marché. Le multiple, c'est vraiment la partie tech, en ligne. Vous avez quelque chose, voyez, l'IA, regarde, paf, DeepSeek est sorti, tu vois, en 2 jours, 1 semaine, 1 million de téléchargements, le truc tourne. Mais ça c'est les trucs en ligne. Si tu fais boulangerie, pâtisserie, mécanicien, je sais pas, boîte de prod, tu vois, si tu as une croissance, tu vas jamais avoir une croissance incroyable comme ça, sauf si tu gagnais un marché. OK, on a postulé pour un marché, on a gagné pour un marché, par exemple, je sais pas, pour faire le JOJ au Sénégal, ce que je souhaite à Yacine Prod, finalement, l'année prochaine. Voilà, demain pour faire le JOJ, tu vois ou pas? Là, tu peux scaler, en fait. Tu vois, en gros, le marché, je sais pas, vaut, je sais pas, par exemple, 10 milliards. Et là, effectivement, tu étais à 100, et puis tu as ça. Mais dans l'activité quotidienne, dans les PME, scaler fois 10 en une année, ça n'existe pas. En revanche, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça, tu peux le faire. Vraiment, ça, tu peux le faire. Mais nous aussi, dans notre mission, malheureusement, c'est des missions courtes. Parce que ça aussi, c'est expliquer aux entrepreneurs pourquoi, en fait, il faut faire accompagner l'impact. Dans les pays anglo-saxons, comme tu le sais, ils achètent le service. Ça, c'est dans leur culture. En Europe, ça va quand même. Mais en Afrique, je préfère te vendre, en fait, là, ce que tu as là. Dis, OK, ça coûte 100 millions. Je peux regarder. Mais maintenant, je te conseille comment il faut faire cet iPad-là. Peut-être toi, par rapport à... Dis non, ça, attends aussi, ça vaut 100 millions. Or que tu vois ou pas, en termes de valeur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas du tout valorisé, en fait, le service. Donc, du coup, nous, on reste souvent, en fait, sur les laps de temps courts, mais très honnêtement, si c'était simple, tout le monde l'aurait fait, tu vois. Mais donc, du coup, il faut les temps longs. Quand tu regardes l'émission des grands cabinets, les grands cabinets de conseil, tu vois, il n'y a personne qui fait un trimestre. C'est systématiquement 1 an, 2 ans, tu vois, parce que c'est long, c'est un temps long. Voilà. Quand tu regardes le profil des entreprises qui ont réussi cette transformation et d'une bonne façon, c'est-à-dire à un rythme assez soutenu, quel est le profil de ces entrepreneurs-là en général? Une équipe de killers, quoi. C'est vraiment ça. Non, sincèrement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, j'ai en tête quelqu'un, lui déjà hyper carré, vraiment, il a tout. Mais ouais, vraiment, là, aujourd'hui... il fait un truc incroyable. Bon, on ne va pas le citer parce que sinon on est obligé de citer les autres, tout ça. Mais ouais, vraiment, c'est ça. C'est celui qui me vient en tête vraiment les 5 dernières années. Mais là, tu parles de l'équipe. Mais la personne, le chef d'entreprise lui-même, quelles sont ses qualités? Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si l'équipe est bonne... De savoir s'entourer? Non, mais franchement, si l'équipe est bonne, c'est que le gars même, il est bon. C'est ça aussi. Oui, mais... Non, je veux dire, il y a des qualités précises peut-être qu'il faut avoir. Mais si l'équipe est bonne, c'est Nabou, c'est que le gars, il a Mais bien sûr, oui. Voilà, donc si déjà lui, il a su monter une équipe, une bonne équipe, c'est que lui-même, en gros, j'imagine, il a su, comment on appelle ça, inculquer à l'équipe, qu'est-ce qu'il attend de l'équipe. C'est ça surtout. C'est ça, en fait, que un message, j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise. Focalisez-vous sur votre équipe. Il y a peut-être des talents, comme tu as dit tout à l'heure. Comment mettre les personnes à la bonne place? La personne peut-être à la compta, mais en fait, non, cette personne, en fait, c'est génial en commercial. La personne était en commercial, n'arrive pas, mais peut-être qu'elle était géniale, peut-être, je sais pas, dans tel poste. Tout ça, c'est au chef d'entreprise. Ça, je dis, en fait, avec une équipe. Et c'est ce côté. Et comment s'assurer que vos employés sont bien? Dans quelles conditions ils sont? C'est dur, je vous dis, en fait. Sincèrement, c'est compliqué. De comment on s'assure que les employés sont bien? Mais déjà, finalement, est-ce que le taux d'absentéisme? Déjà, ça. Vous regardez, finalement, qui est ponctuel, qui ne l'est pas, sur un laps de temps. Pour moi, ces 2 éléments vous donnent déjà un vrai aperçu
comment est votre équipe? Les gens s'absentent tout le temps. Dès qu'il est 17h, bam, les gens se partent. Demain, les gens partent. En fait, à 17h, ils sont partis. Non, oui. En fait, tu me donnes les critères. Ils ont commencé à se préparer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que oui, les gens, voilà, même truc, à 17h, vous le dites, il n'est plus là. Pourquoi, en fait? C'est ça, c'est tout ça. Si les gens se sentent bien par rapport à tout le travail, oui, il peut des fois 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Mais une fois encore, je le dis, les droits des salariés, c'est les droits des salariés. Il faut les respecter. Il ne faut pas non plus, parce que aujourd'hui aussi, c'est à la mode. Les gens tirent beaucoup, ils ne payent pas. Non, il y a des droits. Mais c'est juste, là, tu m'as demandé les critères. C'est ça, pour moi, une vraie équipe, quoi. Comment l'équipe s'entraide. Pour moi, ça, par exemple, ça, j'attache vraiment une importance, vraiment, vraiment importante sur ça. Peut-être, un titre d'exemple, à la RDE, il n'y a personne dans mon équipe qui travaille seul. Tout le monde travaille en binôme. Donc, j'affecte des projets. On travaille sur Trello. Je ne sais pas si je peux le dire. On travaille sur Trello. J'affecte des projets et tout le monde travaille en binôme. Et donc, personne n'est seul parce que j'estime qu'aujourd'hui, qui travaille seul, en fait? Tous les projets sont à 2, à 3, à 4. Et donc, c'est votre capacité déjà à travailler en équipe. Comment travailler en équipe? Ça, c'est 1. 2, et maintenant, donc, s'assurer comment l'équipe, en fait, gère les trucs de projet. Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce que ça avance? Mais ça, c'est mon rôle de faire en sorte pourquoi ça avance pas. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Comment on peut aider pour que vous puissiez avancer demain dans vos tâches? Donc, l'animation de l'équipe est importante. C'est pas non plus... et on essaie d'être... Moi, je fais juste une réunion une fois par semaine avec mon équipe. Je fais quasiment pas... Sauf, je les réunis pour 10 minutes parce que vraiment, j'ai un point à faire. Mais vraiment, pas faire de micromanagement. Bref. L'équipe, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et je trouve que chez nous, nos entreprises, surtout nos moyennes entreprises, et encore plus dans les PME, on ne tient pas ça en compte beaucoup, en fait. Ce côté, c'est pas le côté paternalisme ou le côté... non, c'est vraiment comment on anime une équipe. Comment on amène une équipe à y exécuter, en fait, quelque chose. Comment on amène une équipe orientée service. Comment on amène une équipe... Au Sénégal, on dit souvent, ouais... Mais moi, dans plusieurs pays, les services en Afrique, c'est nul. J'aime pas dire Afrique. Les services dans le pays comme Madagascar, comme Sénégal, comme le Mali, comme le Togo, ouais, en Guinée, c'est nul. Mais c'est nul parce que les employés, en fait, peut-être... vous le faites pas peut-être ce qu'il faut faire. Exemple concret. Combien de fois les boutiques, par exemple, regarde les boutiques, des vêtements ou les boutiques. On va prendre le truc de vêtements. Des fois, tu vois une boutique, tu vois, c'est bien aménagé, tout ça. Tu arrives, mais en fait, la nana, souvent, elle est au téléphone. Ça peut être un monsieur aussi. Ça peut être un monsieur aussi, mais c'est très rare quand même, les messieurs. Mais bon, il faut effectivement le truc d'équilibrisme, effectivement. On dit, il a la personne, sur son téléphone, tu regardes à peine, pas du tout orienté client, en fait. Et je me dis, les personnes qui sont à la tête de ça, c'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est le manque. Si on doit évaluer le manque à gagner, juste des personnes, en fait, parce qu'ils sont pas rentrés dans le magasin, parce qu'il a vu la dame assise avec son portable, qui était pas souriante, qui n'a pas fait de vente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, mais ça, c'est qui? Ça, c'est la responsabilité de l'entrepreneur. Si tu la formes pas, si tu la suis pas, si tu t'assures pas que ça dans son quotidien, elle, d'accord, c'est les ventes, tu vois, des fois, il y a des clients, il n'y a pas de clients, mais quand tu n'as pas de clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Peut-être, forme-toi sur... Bref, toute une animation, comment ça va? Tu vois, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire pour arriver à ce stade-là. Mais c'est quasiment impossible pour moi d'arriver à ce stade-là sans faire ça. Sauf si tu fais des shortcuts bidons, là. Mais c'est juste pour un temps, mais ça ne peut pas perdurer, quoi. Les conseils pour bien recruter. OK. Donc, l'entrepreneur doit savoir est-ce qu'il est fait pour ça ou pas. Ça, c'est pour moi la première étape. S'il n'est pas fait pour ça, il faut qu'il professionnalise. Il faut qu'il investisse dans les structures qui sont faites pour ça. Donc, s'il n'est pas fait pour ça, c'est peut-être qu'il n'arrive pas vraiment... il n'a pas un bon discernement, un bon jugement. Il y a des gens qui n'aiment pas, tu vois. Il y a des gens qui c'est pas leur truc, quoi. C'est pas leur truc, quoi, voilà, tout simplement. Il faut qu'il professionnalise. Quand je dis professionnaliser, c'est qu'il faut investir. Le fait d'investir ne diminue vos risques, mais ça ne veut pas dire en fait qu'il y a un risque zéro. C'est ça, en fait. Donc, tout ça, il faut accepter. C'est ça que je dis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est assez simple parce que si c'était juste on va chercher les gens et qu'on paye et qu'ils vous ramènent les bonnes personnes, de moi, ce serait trop facile. On professionnalise. Maintenant, dans la professionnalisation, il faut définir des critères, aller chercher les personnes, de moi, les cabinets ou de moi, des personnes, de moi, qui vont faire ça pour vous, selon ce que vous souhaitez. D'accord? Et la dernière étape, pour moi, il faut suivre, en fait, parce qu'une fois que la structure interne, selon les critères que tu as définis, viennent chez toi,
Mais il faut que cette personne-là, en gros, puisse être intégrée à l'équipe. Donc, c'est le onboarding et puis le suivi. Ben, vraiment, l'onboarding, c'est ça. Et en général, c'est l'onboarding, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que la personne arrive, tu es censé faire, tu devines, tu fais... Il faut l'onboarder. Ouais. Parce que peut-être la personne, je ne sais pas, vous connaissez pas. Peut-être juste lors de l'entretien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que vous êtes timide? La personne va dire non, elle ne va pas dire oui parce qu'elle veut le poste ou il veut le poste. Donc, l'onboarding. Et maintenant, suivre la personne. Évaluer la personne demain sur un temps. Comment on va suivre la personne, en gros? Et c'est là où déjà, en faisant ces étapes-là, je trouve qu'on baisse beaucoup le risque. Ça n'existe pas un risque zéro. Sinon, ça aurait été trop simple, une fois encore. J'ai dit, voilà, sinon, ça aurait été... On aurait tous, les entreprises auraient tous des équipes incroyables sur un marché à attaquer. Et du coup, dis-moi, c'est une situation oui, mais ce qu'on cherche, c'est les bonnes pratiques pour avoir la plus grande probabilité de réussite. Voilà, en tout cas, l'entrepreneur, pour moi, doit se poser la question, est-ce qu'il est fait pour ou pas? S'il n'est pas fait pour, il faut qu'il le professionnalise. S'ils ont une équipe interne DRH, RH spécialisée, ils le confient la mission. S'ils n'ont pas, il faut qu'ils l'externalisent, mais il faut qu'ils fassent appel à des cabinets. Mais les cabinets, maintenant, il y a des références. Il faut aussi les shortlister. Il faut les auditionner. Comment faire? Forcément, ils vont vous promettre monde et merveilles, mais voilà, il faut juste rester un pied sur terre. Comment on sait alors? C'est par recommandation? Parce que... Mais déjà, ça, je fais souvent, effectivement, oui. Même les cabinets. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander de demander des cabinets via son réseau déjà? Je fais le recrutement. Est-ce que tu peux me recommander un cabinet? Parce que les gens qui ont les bonnes expériences vont te recommander en fait des cabinets avec qui ils ont des bonnes expériences. Ils vont jamais te recommander, écoute, avec cabinet A, franchement, ils m'ont amené que des bras cassés, je vais pas te recommander. Mais au moins, tu sais que c'est ça. Et c'est pas toujours évident. Les gens ne disent pas toujours la vérité. Mais donc ce sont pas des amis alors. Oui, tout le monde n'est pas le monde n'est pas ami. Je suis d'accord aussi. Il y a ce côté africain aussi, c'est vrai. Alors là, maintenant, je peux dire africain que je partage rarement mes bons plans. Ça, c'est vrai. Ça aussi, quand même, ça, il faut qu'on se le dise. Mais franchement, en tout cas, si tu me demandes, je donnerai les bons plans. OK. Il y a une question aussi que je voulais aborder avec toi. C'est, tu sais, ce concept de rester focus. Très important pour un entrepreneur, de ne pas se disperser, de ne pas se laisser distraire. Est-ce que tu penses que cette notion-là de rester focus, elle est aussi valable dans notre contexte africain? Parce que justement, parfois, ça peut être pas forcément la chose conseillée de mettre tous ses œufs dans le même panier. Je prends l'exemple de la R2. Je ne fais que ça depuis 10 ans. On me demande souvent, quand j'étais à Madagascar, donc je faisais donc le shop de restauration rapide. Les gens me me dire, dis-moi, t'as pas quelque chose à côté? Et je comprenais pas en fait. Par exemple, moi, Rivo, j'arrive pas à faire 2 trucs en même temps. C'est-à-dire que quand je commence, je suis spécialisé comme dans des trucs assez compliqués, mais je finis toujours. 10 ans, rester focus sur la R2. J'ai jamais fait un truc à côté. Oui, forcément, les trucs consultants, il n'y a pas de souci, mais il y a toutes les activités complémentaires, investissements. Oui, j'ai fait. D'accord. Mais vraiment rester focus. Et je trouve que en Afrique, c'est très difficile de rester focus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités. En fait, c'est quand tu arrives dans un magasin de bonbons, il y a tellement de sucreries, en fait, que quel bonbon je veux prendre? Parce qu'il y a tellement d'opportunités. C'est pour ça que tu as des boîtes, tu vois, la boîte, elle commence par vendre du ketchup, mais elle finit par vendre des couches. Tu comprends ou pas? Parce que c'est ça. Donc, du coup, être focus en Afrique, je peux comprendre aussi, c'est en termes d'opportunités. Parce que les gens voient, tu sais, ici, c'est un pays très pragmatique. On dit que les Américains sont pragmatiques, mais pour moi, il n'y a pas plus pragmatique que demain que l'Africain, l'entrepreneur africain. En plus, en tant que cash maker aussi. Pas plus que, sincèrement, ils savent faire du cash. La gérer, ça, c'est autre chose. Structurer, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, en termes de... Tu vois ce que les commerçants font, les distributeurs font, tu vois. C'est un truc incroyable. Donc, pour moi, oui, c'est un continent d'opportunités et c'est normal que les gens, tu vois, ils saisissent, en fait. Ils voient, tu vois, tiens, pièce automobile, tiens, j'étais pas là-bas, boum. Maintenant, je me lance dans qu'on appelle ça, là, dans tout ce qui est mobilité parce qu'il y a une opportunité incroyable. Boum, tiens, je me lance bientôt, tu verras. Tout du pétrole, les gars vont se lancer, tiens, transport du pétrole. Parce que nous, c'est un continent d'opportunités. Comme le Far West à l'époque, quoi. Tu vois, les gens viennent, tu vois, ils font pas de choses. Mais à un moment donné, je pense que quand tout ça, ça va se tasser, comme en Europe, tu vois, il y a très peu de gens en Europe aujourd'hui, tu vois, tu bosses dans une boîte et tu peux pas faire autre chose, en fait, que ça. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils ont tous 20 boulots en même temps, là, parce que ça, c'est leur système. Mais en termes de marché, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir bien et facilement en restant focus sur une verticale bien claire? Mais ça, c'est toi en tant qu'entrepreneur, en fait, demain qui définit ton marché. C'est-à-dire que si tu trouves, regarde, il y a des gars ça fait des années qu'ils font de la distribution. Il y a les boutiques.
Ils ne sont pas sortis, tu vois. Ils n'ont pas dit qu'ils vont faire e-commerce. Ils n'ont pas dit qu'ils vont faire, tu vois, ils vont ouvrir un autre shop. Tu vois, ils sont juste restés sur la boutique. Ils ont trouvé leur spot. Ils restent sur ça. Il y a des gars qui sont à la distribution depuis des années. Ils restent sur ça. Pour moi, je trouve que c'est plus une question qui relève de l'entrepreneur en termes de caractère. Il y a des entrepreneurs qui aiment faire. Tu regardes Elon Musk, tu vois, c'est l'exemple type. Tu vois, il gère il y a 5 sociétés en même temps. Tu as Tesla, tu as Starlink, tu as je sais plus quoi, SpaceX, tu vois, Twitter, enfin X. Tu as X. Comment tu fais, mec? Et là, il va acheter OpenAI. Il va dire, wow, calme-toi. Mais lui, je pense que lui, c'est une exception. Donc, pour moi, c'est vraiment en termes de marché, quoi, parce que c'est tellement dur, tu vois, parce que tu n'es pas seul sur le marché. Il y a des concurrents. Les concurrents ne t'accueillent pas à bras ouverts. Ils vont te repliquer. Et donc, comment faire? Donc, tu vois, aller sur un autre truc encore, tu vois, pour moi, c'est compliqué. On dit que l'heure de l'Afrique a sonné. Ça fait quelques années maintenant qu'on dit oui, ça va être le temps de l'Afrique maintenant. It's time for Africa. Est-ce qu'on a raison de croire ça? Et si oui, quelles sont concrètement les raisons qui font qu'on doit être optimiste par rapport à l'Afrique? Je vais te répondre sur une question, une donnée que nos économistes et nos États ne prennent vraiment pas en compte, c'est la démographie. Le temps de l'Afrique est effectivement venu parce que pour la première fois, on a inversé la courbe depuis la traite, parce que durant la traite, on a extrait de ce continent beaucoup finalement de ces matières premières, de ces hommes. C'est ça. Beaucoup de matières premières aussi, mais vraiment ces ressources humaines. Au-delà des chiffres qu'ils annoncent officiellement, donc après, mais beaucoup. Donc du coup, le déclin de l'Afrique correspondait à son déclin démographique. Et l'ascension de l'Europe et l'Occident correspondait à leur ascension parce qu'au début du siècle, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et bizarrement, aujourd'hui, ils sont tous là, disent non, on est tous vieux. Oui, mais l'Afrique, en gros, quelque part, lorsqu'on voit tout ce phénomène, peut-être on aura l'occasion de faire un podcast spécialement pour ça, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, notre heure est arrivée parce que démographiquement, sur ça, c'est notre heure. Parce que les autres sont tous vieux. T'imagines le Japon? Un pays comme le Japon va perdre 30% de sa population dans les 15 prochaines années. 30%. Ils sont 120 millions, donc ils seront à peine 80, quelque chose comme ça. C'est énorme. Au Japon, ils sont les 90, 100 ans, tu vois. C'est un truc... Comment un pays comme ça aura de l'avenir? Forcément, oui, ils nous font peur. Oui, non, comment on va faire avec un truc de croissance? Non, on saura gérer. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment la partie donnée démographique qui fera que c'est vraiment notre heure. Parce que, tu vois, on peut pas... Les jeunes aussi, tu vois, il n'y a pas que les jeunes paresseux. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, qui sont malins, qui sont smart, qui sont vraiment dynamiques. Et pour moi, c'est ça. Et quand tu regardes, tu vois... aujourd'hui, tu vois, nos jeunes, tu vois, quand tu es ici, tu vois, tu croises rarement des personnes âgées. Il n'y a que des jeunes, tu vois. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Des fois, tu te dis aussi, mais non, de Dieu, mais est-ce qu'on va s'en sortir? mais l'avenir appartient finalement à la jeunesse. L'avenir n'a jamais appartenu aux personnes âgées. L'avenir nous appartient, factuellement. C'est juste ça. Après, oui, votre croissance, comment on va nourrir? Non, ça, c'est pas de ça aussi, il faut qu'ils arrêtent. C'est-à-dire que les plus vastes terres arables sur la terre, c'est en Afrique. Et on n'en exploite pas. On en vend aux Saoudiens. Les Soudanais vont aux Saoudiens des milliers d'hectares, comme à Madagascar aussi. C'est des trucs de scandales là-bas souvent qu'on a. Voilà, on n'en plante pas suffisamment, mais notre temps est arrivé. On va moderniser tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça pour moi. L'avenir est à la jeunesse et la jeunesse du monde se trouve en Afrique. Mais indéniablement, 425 millions. 425 millions. Oui, ils deviennent fous en face. On dit, mais oui. Tranquillement, nous, on n'a pas de souci. On ne va pas demander à nos femmes ouais. Non, tranquillement, chacun est libre, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous avons ça. 425 millions qui arrivent. Et je regarde juste la Chine. C'est comme ça que la Chine est devenue la Chine. Quand tu arrives sur leur marché, écoutez, nous sommes 1 milliard. Soit vous faites ça ou vous partez. Mais en général, OK, d'accord, OK, alors on fait. Et donc, j'espère que nos États... Non, je dis que c'est dommage que nos États ne prennent pas ça suffisamment en compte, la donnée démographique. L'impact, en fait, de ces données démographiques dans notre économie. Certes, aujourd'hui, oui, il y a un peu de friction. Mais pour moi, c'est une donnée majeure. Et je suis juste triste, en fait, qu'on est perdu dans des analyses complètement à côté de la plaque. Or que ça, c'est vraiment là. Et ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment notre actif le plus précieux. Mais malheureusement, nos États laissent cet actif le plus précieux se faire manipuler, en gros, par des structures étrangères. C'est ça qui est triste. Quand tu dis structures étrangères, tu penses aux réseaux sociaux ou tu penses à quoi? Réseaux sociaux. Regarde tous les programmes d'aide à la jeunesse. Oui, USAID est fermé, pourquoi?
C'est-à-dire que les gens ne viennent pas. C'est-à-dire, comme dit De Gaulle, voilà, les États n'ont pas de... C'est-à-dire que les États n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que ces gens-là, ils viennent parce qu'ils ont un intérêt. Tous les efforts que toutes les nations font auprès de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas un seul ambassadeur qui ne parte sans avoir fait un projet avec la jeunesse sénégalaise. Tu dis, mais attends, ils sont diplomates ou ils sont devenus quoi, les gars? Ils sont devenus des babysitters? C'est quoi le truc? Oui, c'est surtout avec l'entrepreneuriat. Et en plus, pour être vraiment hype, genre tech. Bref. Et je trouve que nos États doivent prendre ça très, très rapidement en compte. C'est-à-dire que se faire financer, d'accord, il y a un soft power qui est là. Vos jeunesses, vos jeunes filles, via tel programme, oui, on fait les jeunes filles comme ceci, on fait les jeunes filles par là. Il y a tout un soft power qui se met en place. Or que nous, c'est notre actif le plus précieux. Et je suis juste étonné que nos politiques laissent faire ça. Nos politiques, les Chinois n'ont jamais laissé leur marché, leur milliard de marché se faire avec les soft power étrangers parce que c'était leur marché sur lequel, en fait, ils ont appuyé pour se développer. Et je trouve que pour nous, c'est vraiment dommage. On laisse ça du oui, je sais pas, AFD, Nabel, LuxDev, tout le monde vient faire un peu le programme, etc. On laisse. Non, c'est notre actif le plus précieux. C'est cette jeunesse-là. Qu'est-ce qu'on va inculquer à notre jeunesse? Il faut qu'on prenne ça en main. On ne doit pas laisser, oui, vous voulez faire avec des personnes âgées comme chez vous, il n'y a pas de souci. Bon, eux sont vers la fin, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Mais notre jeunesse, pour moi, je trouve, on devrait le reprendre en main. Nos États devraient interdire, je dis bien interdire, tous ces programmes qui touchent à la jeunesse chez nous. Interdire. Vraiment, je suis fort et je le redis. Parce que c'est notre actif le plus précieux. Oui, mais s'il n'y a rien en face. Mais non, mais à nous de nous prendre en main. C'est ça que je dis. À nous de nous prendre en main. Moi, je fais partie de ça. C'est-à-dire que les histoires, regarde l'USAID, c'est triste. Moi, j'ai des connaissances qui bossent à l'USAID. C'est difficile pour eux, mais c'est ça. Vous dépendez des gens. Mais prenez nos destins en main. Prenons nos destins en main. Et surtout, disons à nos politiques, on ne doit pas laisser... Qui laisse... Vous avez des diamants, des saphirs, tout ce que tu veux, tout ça. Là. Est-ce que tu laisses quelqu'un les manipuler? Non, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Nous seuls, nous faisons ça. Nous avons que la jeunesse. Sincèrement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en termes de potentiel? C'est vraiment notre jeunesse, c'est notre démographie. Mais ça, on laisse. Non, les gars, oui, ça va, oui, faites des programmes, faites ceci, faites cela. Et nous, après, on s'étonne. On se dit, non, on ne comprend plus, en fait. Pourquoi nos jeunes filles deviennent comme ça? Pourquoi nos jeunes garçons deviennent comme ça? Pourquoi ils font des trucs bizarres comme ça? Non, on devrait interdire ça. Et là, je lance, par exemple, un appel. Nous avons une population jeune. L'accès à Internet. Mais il n'y a que dans nos pays que l'accès Internet est le plus libre possible. Là, tu me vois venir. En France, Adopi limite en fait l'accès à des sites pornographiques. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Regardez, vous imaginez tout ce qu'on peut voir sur le net avec toute cette jeunesse-là? On n'a pas idée. C'est tout ce qui est incroyable. Et c'est libre. C'est libre. C'est libre. Donc là, c'est peut-être mon petit quart d'heure du moins d'appel, mais c'est libre. Or que ça, on devrait tout de suite, et non pas... On a le temps de réformer la presse. Ça, pour moi, ça, c'était la première chose. C'est-à-dire qu'on limite... Non, mais sincèrement, on limite au plus accès. C'est-à-dire que ceux qui ont accès à ça, on devrait les traquer. Il y a des technologies qui sont en place. Nous avons une population jeune. Comment se fait-il qu'un gamin de 10 ans a accès à des sites pornographiques incroyables avec des trucs, avec toute la violence que ça leur amène? Ça, je dis qu'après... On ne s'étonne pas que nos jeunes filles, nos jeunes garçons deviennent du moins des choses un peu plus bizarres, en fait. Ça fait combien de temps maintenant que tu es rentré en Afrique et que tu vis au Sénégal? Alors, moi, je suis rentré en Afrique au Sénégal en 2014, donc j'ai quitté la France en 2008, lors de la crise. OK. Ouais. Et donc, Madagascar, et puis après Sénégal 2014. Non, Madagascar, France et Sénégal, ouais. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé de regretter ce retour au pays? Non. C'est la meilleure décision que j'ai prise, avec le recul, forcément, après avoir épousé ma femme. T'as intérêt à dire ça. Mais franchement, avec le temps, avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un moment de ma carrière, je savais qu'il fallait que je bouge ou je ne pourrais plus bouger. C'est pour ça que je comprends en Europe. La diaspora, c'est qu'ils ne peuvent plus bouger. Beaucoup, ils ne peuvent plus bouger. Parce que tu es bien assis, tu as fait ton truc, tu as recommencé quelque part. C'est compliqué. En plus, quand tu avances en âge. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que tu es bien assis, tu es manager quelque part, tu gagnes bien ta vie, tu as une maison, peut-être une maison secondaire. Tu as laissé tout ça. En plus, il reste encore des crédits, tout ça. Tu avais un bon CDI.
allez, tu vois, bon, les gars, bon, voilà. Je comprends et je ne culpabilise pas. Chacun doit aller, enfin, aussi, retourner en Afrique, c'est pas une finalité, c'est un projet personnel. Il y a des Africains qui peuvent parfaitement aider l'Afrique là où ils sont, en fait, en vivant en Europe. Ça aussi, il faut aussi qu'on arrête ce genre de choses. Ouais, il faut retourner. Non. Vous pouvez rester là-bas tout en parfaitement, en fait, continuant à être avec le lien avec le continent. En revanche, il faut maintenant créer le lien avec le continent. C'est plus le cas, contrairement à nos parents où, tu vois, on coupe un peu, on parle plus la langue parce que vraiment, il faut s'intégrer, c'est ce genre de choses. Mais il faut faire le lien. Mais franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que je voulais retourner en Afrique et surtout, je voulais éduquer mes enfants en Afrique, à l'africaine. Et en tout cas, le garçon, j'espère, en tout cas, c'est lui peut-être qui pourrait répondre à la question. On a pu. Et ma fille qui est encore là. Et je voulais vraiment éduquer mes enfants, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois encore, à l'africaine, tu vois, déjà un peu métissée, tu vois. Parce que comme j'ai l'habitude de me présenter, donc moi, je suis malgache de naissance, sénégalais d'adoption, malgache de naissance, malien de cœur, sénégalais d'adoption, togolais par alliance et français par choix. OK. Voilà, ça c'est mon histoire. Donc mes enfants, ils ont quatre passeports. Tu vois, ils ont 4 passeports carrément. Ils ont 4 passeports. Tu vois, donc c'est ça. D'accord. Tu vois ou pas? Donc c'est. Et ton attachement à Cheikh Anta Diop et au panafricanisme, parle-nous un peu de ça, parce que je pense que ça compte beaucoup pour toi. Oui, alors la rencontre avec Cheikh Anta, c'est quand j'étais étudiant. Je ne le connaissais pas. Comme la plupart, comme je suis arrivé au Sénégal aussi, j'étais juste étonné. C'est là récemment qu'ils ont fait la statue de Cheikh Anta. Mm-hmm. Mais c'était un choc pour moi. Ouais. Bref, donc c'était dans les années 90. Moi, j'ai toujours été passionné d'Égypte. Je lisais beaucoup. Christian Jacques, Christian Roche-Noblancourt, ce genre de choses. Et puis un jour, un ami, je vais le citer, il est maintenant aux États-Unis, Carmichael, qu'on appelle familièrement entre nous Kissi, m'a dit, Rivo, il faut que tu lises ce bouquin-là, parce que les Égyptiens étaient des Noirs. Il dit, arrête, arrête ton truc, tout ça, là, laisse-nous bien dans nos trucs, là. Et c'était un choc pour moi. Et c'était un choc. Et je le remercie. Et c'est ça, en gros, c'est-à-dire qu'il y avait un monde avant et puis il y avait un monde après. Et après, voilà, c'est en termes de conviction. Qu'est-ce que ça fait naître en toi quand tu as lu ce... Non, c'est en termes d'histoire, en fait, beaucoup plus serein. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais à l'école, dans des écoles où j'étais avec des locodermes, en fait, qui n'ont jamais vu de noir. Donc, tu vois, ils me posent la question, c'est normal, tu vois. Quand vous étiez là-bas, est-ce que vous allez à l'école à dos d'éléphant? Déjà, mais chez nous, il n'y a pas d'éléphant. Déjà, je viens de Madagascar, il n'y a pas d'éléphant. Oui, est-ce que... En fait, pour eux, c'est... Peut-être pour nous, c'est incroyable, mais maintenant, avec le recul, je peux comprendre. Et donc, du coup, tu vois, quand plus jeune, tu vois, vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Il n'y a rien, en fait, ce que vous avez fait. Donc, tu cherches, oui, c'est vrai, non, vous ne faites rien, vous êtes de nuls. Tu vois, à chaque fois, nul. Et des fois, il y a des bagarres, tu vois, chaque fois, tu vois, toujours, comme moi, j'aime bien aussi, tu vois, débattre déjà à l'époque et puis toujours vindicatif. Et le fait de l'avoir découvert, je dis, waouh. En fait, c'est nous qui devons être le plus serein, effectivement. Et depuis, en fait, je suis serein. Aujourd'hui, tu vois, j'ai dépassé toutes ces questions-là. Franchement, j'ai dépassé ça depuis. Parce que je suis serein, en fait. Tu vois, il avait des intuitions géniales. Il dit que le monogénétisme, en fait, c'est ça l'origine de l'homme. C'était lui le premier, un des premiers scientifiques. À l'époque, tout le monde dit que non, qu'il y a l'homme qui est né en Asie, l'homme de Chasselin là-bas, le truc. Non, il a dit non, ils viennent tous d'ici. La terre-mère. La terre-mère. Mais les gars disent non, mais comment se fait-il un pays de nègres, d'esclaves, des gens moches, c'est pas possible, des singes, tout ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est terminé. Balayer tout ça. Ils viennent tous, Homo sapiens sapiens, et noirs, et mélanodermes, dans la région du lac. C'est là, en fait, demain qu'il est parti. L'homme de Néandertal, aujourd'hui, il ne veut pas encore le reconnaître, mais ils viennent tous d'Afrique. Donc, c'est ça, mélanoderme. Donc, tout ça, le professeur Cheikh Anta l'a expliqué. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette sérénité, de dire, OK, franchement, voilà, mon fils, voilà, là où tu seras, ouais, j'espère, sois serein. On est serein, en fait, désormais par rapport à ça. Et surtout par rapport à l'apport, tu vois. C'est en termes de découverte, en termes de connaissances, en termes de démarche scientifique, comment quelqu'un, tu vois, quand même, ça aussi, conférence du Caire. Est-ce que c'est normal que chez nous, au Sénégal, le pays de Cheikh Anta, si tu fais un sondage, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de conférence du Caire? Je peux te garantir que non, c'est-à-dire que à la limite, dans les pays Guinée-Bissau, tu dis OK, et encore.
Mais au Sénégal, pour moi, c'est incroyable, quoi. Et tu vois, à la conférence du Caire, tu as deux dignes fils du continent qui prend les meilleurs professeurs d'égyptologie dans le monde, ceux qui n'étaient pas là-bas, ceux qui n'étaient pas bons. Ils ont pris les meilleurs professeurs d'égyptologie, ce qui comptait à cette époque-là, pour écrire l'histoire générale d'Afrique. Ils ont dit, OK, Cheikh Anta a dit, OK, pour que je puisse écrire ça, faisons la conférence et puis on regarde. Théophile Obenga et lui, ils étaient que deux. Il y avait le Tchadien, il y avait le Soudanais ou Tchadien, bon, c'était un blagueur, comme le professeur Théophile Obenga l'explique si bien. Tu as deux Africains face au monde. Ils viennent avec leur théorie, ils sortent victorieux. Mais l'Afrique, c'est-à-dire que nous, je ne comprends pas en fait. Si on célèbre pas ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va célébrer. On va célébrer les victoires de foot, mais ça pour moi, c'est dans toutes les écoles, doit être vraiment célébré. Et depuis, comme le professeur a dit, si je gagne, on change les livres d'histoire. J'ai dit, si je gagne, je démissionne, je ne sais pas, je rentre à Tchétou, là où je suis, mais si je gagne quand même, il faut qu'on change le livre d'histoire. Les gars disent, OK, on fait. Les gens d'en face, ils n'ont jamais respecté. Ils continuent à enseigner des choses. Mais pour moi, voilà, ça, c'est la victoire de l'Afrique. C'est-à-dire que la Renaissance, pour moi, ça, c'est une des étapes demain de la Renaissance. Il y a d'autres choses aussi, finalement, tout le temps qui étaient faites. Mais pour moi, ça, ce sont les victoires qu'on doit célébrer quotidiennement par rapport à nos gamins. C'est pour ça que je dis que nos actifs, là, ils sont là, on le fait à l'autre chose. C'est ça qu'on doit leur inculquer. Une victoire, 2 hommes africains face à des savants. Et 2 hommes africains triomphent. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est ça, avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, je vois la passion. Merci beaucoup, Rivo. On termine ce podcast avec le questionnaire habituel. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? La générosité. Quel est ton principal trait de caractère? Je suis généreux. Le défaut qui te gêne le plus chez les autres? Égoïsme. Quelle est ta définition du succès? Faire des autres des gagnants. J'aime bien, par exemple, Richard Branson. Il est fier de dire qu'il en a fait, je pense, une 40aine de millionnaires en fait, chez lui. C'est ça pour moi la définition de succès. C'est-à-dire que comment tu veux faire profiter les autres. Qu'est-ce qui te rend heureux? De voir mon continent, j'espère un jour, on paie définitivement pas des trucs bidons comme ils font au Congo, avec le Rwanda, le Congo, ou Duma au Mali, tout ce genre de choses. Donc voilà, j'espère un jour finalement qu'on vivra en paix, parce qu'on doit vivre en paix sur ce continent, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a la jeunesse, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut en gros. Donc voilà. De quoi as-tu peur? C'est un mot que j'utilise très très rarement. Je suis serein. Non, c'est peut-être... j'ai pas peur pour moi, mais peut-être par rapport à plus vis-à-vis de mes proches. Mais mot peur, j'utilise très très rarement. C'est un vocabulaire même que j'ai enlevé carrément de mon subconscient. D'accord, carrément subconscient. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférais être la victime ou le coupable? Le coupable. Jamais victime. Coupable, ça veut dire que là, tu as commis quelque chose. Donc là, tu assumes. Et quelle est ta devise? Ou est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement? Comme ça me vient pas. Africa Must Unite. Peut-être sur les livres de Kwame Nkrumah. Africa Must Unite. Plus que jamais. Merci beaucoup, Rivo. Merci en tout cas de m'avoir invité sur ce podcast.